Hi, everybody. Thank you for being here. I just wanted to say a quick word about the panel that we are hosting today with the wonderful work of both ICA and Talking Shorts. It's the very first time that the ICA is coming to the short film market, and we are absolutely delighted to have them and their entire delegation this year, and we hope it's the beginning of a very long collaboration. At a time where we still see cultures and nations being threatened, erased, and robbed from their own territories, we think that hosting a panel like this one, more than ever, is an absolute necessity. And I would like to thank Amy, Themba, Jason, and Niels that couldn't be here today for bringing all together the wonderful people that you will have the chance to meet today. And I leave the stage to our wonderful panelist and moderator. Thank you, Julie. Thank you, everyone at the team here at Clermont-Ferrand. The market has been wonderful so far. Also, a huge thank you to the incredible people behind Talking Shorts. Niels Putman, hope you get well soon. You're missed. It's really wonderful to be part of the Talking Shorts Circle. It's a really fantastic resource discussion center for all things short film. So if you're not familiar with Talking Shorts, please do sort of engage with that. It's really phenomenal. My name is Jason Ryle. I'm a producer, programmer. On the short side, I'm on the International Selection Committee for Film Fest Dresden and a features programmer for Toronto International Film Festival for the UK, Ireland, Australia, New Zealand, and Global Indigenous Cinema, which is a nice segue to where we're at. Before we get to introductions for our incredible team, just wanted to play the trailer for the Indigenous Cinema Alliance, ICA. So Mathieu, if we can get that, please. A quick 30-second snippet of literally an immense amount of knowledge and context and networks. So please visit the stand at E5 downstairs. Everyone here for the week and really keen on making more connections and contacts as everyone's here for that, which is phenomenal. I'm Anishinaabe, which is one of the larger nations in Turtle Island, North America, through my mother, who's a member of the Lake St. Martin First Nation, as am I. My late father was European. And I just want to, as we do, give each one the opportunity to introduce themselves in their own way. Tracy, let's start with you. Hello, everyone. My name's Tracy Rector, and I am also from Turtle Island. I'm a mixed heritage filmmaker who has been doing this work for the last 25 years, as well as community organizing for 40 years. I am with Fourth World Media, and we support Indigenous filmmakers and filmmakers of color across Turtle Island and the Pacific region. Thank you. Sisako Siye, Sambake Gotsung Te. I'm Sako Scott. I'm from Yellowknife, Northwest Territories, Canada. So if you're looking at a map of Canada, you look at the top, I'm over there. And I'm Klecho Dene, Indigenous from that region from my mother's side, and on my dad's side, we're settler. And I am a producer with, I'm here as part of the Witness program, the Arctic Indigenous Film Fund brought in, and you'll see our trailer, so I'll wait till you see that. Hi, my name is Don Josephus Rafael Eblahan, and I am a filmmaker from the Philippines. I am Ifugao and Visayan descent, but I mostly live in the northern mountains of the Philippines, and that's where I mostly make my films. I'm here in this festival this year presenting a work that I did in 2022
called The Headhunter's Daughter, which is showing in the Southeast Asian Focus program. And I've had so far 3 films in this festival, but this is my 3rd time being in Clermont, so it's nice to be here. Thank you all for joining us today. It's very exciting. Please come in. So we're really exploring, I think, a topic that's of top of mind a lot of days when we sort of speak about films and this notion of impact. We hear it, of course, with the context of impact producing, but exploring this through the lens of Indigenous filmmakers, and I think a larger responsibility to community and culture, and maybe how that intersects, supports, or even sometimes perhaps clashes with kind of the global or European industries or film festival ecosystems. It's a very grand topic, of course, and I think we tend to sort of speak in generalizations, but we hope this conversation explores some of the nuances of this particular topic. So we'll get into it, and I'd like to start with you, Dawn, if we could. I mean, because it's an interesting notion, this idea of impact, and you've had some great success with your short films, The Headhunter's Daughter and Vox Humana. They've played at some large international festivals, including Clermont-Ferrand, TIFF, and Sundance. And I just want you to sort of set the table for us, please, in this notion of kind of, as an Indigenous filmmaker, can you just kind of talk a little bit about this notion of a responsibility to a larger community as opposed to just your own responsibility as an artist? Yeah, I mean, it's always kind of a topic that's always present in my head when I'm making films. As an Indigenous person, it's almost hard to separate identity from my own piece of art, right? So making films, I'm always aware with what I do in terms of representing my people, which are very underrepresented even in Philippine media by itself. So, as an Indigenous filmmaker, there's so many different layers of making films. It's, I'm not just thinking about, crafting my film, but I'm making a story about my people and how I could represent them to my own people within the Philippines, plus the people outside of the Philippines. So, it's with all of those filters while making films, it's kind of hard to find ways to break through and make an impact. So, I employ certain aesthetics in my films, such as, maybe pushing the runtime or playing with the duration or certain aesthetic techniques that make my films maybe look a little bit different from what is around in our region. Perhaps it could cut through all of the noise and create an impact elsewhere. Yeah. And how conscious are you, Dawn, in terms of crafting your films? Like if we take Vox Humana, for example, or let's actually The Headhunter's Daughter, which is here at Clermont in retrospective. I mean, how conscious of you are you of that balance between speaking to your home community and a larger international audience who may not have any understanding of where you come from? Yeah, well, I think, while writing, I certainly go into a panic mode of, how much of... how much of my identity has to be in it, and how much of it has to be universal enough for people outside of my community to understand the film. But then, part of struggling and sort of maybe thinking about it almost way too much, it's all part of the process. Because in the end of the day, I try to forget all of that noise in my head because I'm just making a film, right? But then once I forget it, once I do that letting go part of the process, I'm technically not letting go of any of it. It's still, in my instinct, in the back of my head. So some of the choices I do on set, it all reflects my consciousness of how much of my community is a part of this, how much of universal techniques is going to be shown. But yeah, it's not as clinical as I think it to be as a filmmaker. I like really planning what I do, but at the same time, letting go is a really big part of the process as well, just to get rid of all of that, noise.
Thank you. Saklo, I'm curious to hear your reflections on this topic. I mean, you've created some incredible short documentaries, and really, in so many ways, a lot of Indigenous screen cultures began with short social justice documentaries. I think for obvious reasons, it's really sort of communicating the truth as we experience and see it, correcting wrongs, misconceptions, all those things. Your films have also played in many festivals internationally, maybe not quite what the people would call A-list festivals. So I'm curious to hear your kind of perspectives on this notion, again, of creating films for community, and how do you sort of really kind of channel what I think are hugely impactful in terms of what you're speaking about to a larger audience? I feel like impact, it starts, like in the conception. It starts even before you pick up a camera. It's embedded in like who you are, like in how you approach the topic that you're going to be filming. Like in a lot of the work that the short documentaries that we've been working on through Arctic Indigenous Film Fund, The Witness, it's literally about witnessing climate change in our own communities. Each one of those films is a short about what we're experiencing as Indigenous people. But that story is still universal. All of us are experiencing climate change at the same time, and it resonates with other people because of that. But bringing our individual perspectives to it is important too, because it shows like our ways of life is being directly impacted by what we're experiencing. And unless others know about it, it's not going to be out to the world. So it's important for us to be able to tell our own stories and be involved in that process. So yeah, I think impact, it's in all of the steps. It's in the beginning, it's in the thoughts, it's in the conception, but it also then becomes like we hire our aunties and our uncles to like be involved in the film process. We get our, granny to translate for us. We get into post and we maybe hire a friend who's a graphic designer. Like impact can also be about the economy that we're creating in our communities. So it's in all the process of our film stages, but it's just sometimes not even a thought process. It's just how we are as people. Yeah. And you're really approaching something. We'll watch maybe the Witness trailer in a few seconds, but you're actually sort of approaching something too, which I think is really interesting. Even if there isn't sort of collective ownership in terms of a classic film right sense, there seems to be very much present this sense of collective ownership, or at least inclusion from the larger community that each of us is from. Yeah, absolutely. Like Indigenous storytelling, at least for me as an individual, it is community-based. Like when I am thinking about a story and how I'm approaching it, or like the knowledge that I'm bringing to a story, it's something that isn't necessarily like original, because my ancestors have shared those stories, or they've passed down knowledge, or they've passed down language that's important to how I'm, like what perspective I'm bringing to now. Like how is that language changing, and why is it important to acknowledge like where it was? So yeah, for me it's very I don't know how else to say it, except it's like embedded in everything we do. We can unpack that a little further, but let's watch the trailer for Witness. So this had a market screening yesterday. So Witness is an initiative of the Arctic Indigenous Film Fund, which I forgot to mention I'm the project manager of, and also with the support of the Indigenous Screen Office. And this past year was the third edition of a global circumpolar training initiative, that really sort of brought on and called on Indigenous filmmakers from the global polar Arctic region to reflect on how they experience and see climate change in their regions, this lived experiences, not providing any solutions, just providing their truth as witnesses to the program. So if we can play that, please, Matthew. Our ability to maintain and strengthen our cultural identity
is that risk? Thanks. Congratulations to all those involved. There's many people here who had their hands in that project. Again, if you're interested in knowing more about that initiative, and we'll be doing future editions, come visit us at E5. Tracy, I want to go over to you. And as someone who's made films yourself, who's advocated for Indigenous filmmakers from around the world over decades, I think now we can, scary that we can talk about decades at this point, but there we are. But also, I'm just curious to hear your perspective on maybe how things have changed in regards to being embraced or included in the larger film ecosystem. And maybe if you can shed some light on where you see some of the obstacles might still be. Sure, thank you. Oh, great question. Being in the filmmaking world, from grassroots to working on series and features, and as you said, around the world, I have noticed a change in terms of access to the equipment in telling stories. The stories have always been there. Most oftentimes, I would say in the beginning of what I would say is my career, there was a strong interest in outsiders parachuting into Indigenous communities and telling the story for the community. And across the years, I've noticed, beginning in New Zealand and Australia and what's called Canada, that there's been self-advocacy growing within Indigenous nations to assert agency and sovereignty over storytelling. And so creating film commissions and protocols that outsiders can follow, but even more so within community, there's been the growing talent and access to the tools to tell their own stories, which has been beautiful. So in terms of the technicalities and the essential tools in filmmaking, I've seen that shift. But then also, the storytelling has evolved. An entry point sometimes I've noticed had been documentary film, and now we're seeing experimental film and dance and so many different genres, XR, VR, but also I'm seeing more and more Indigenous languages being central or the only language as part of storytelling. And so it's been really exciting to see language preservation or language sharing through film, because that includes our physicality too. Language isn't only just the words, but body language, for example. So that's been beautiful. Even something as the title of the film, being in an Indigenous language rather than, say, a colonial language such as Spanish or English. That's been beautiful. I'm also seeing a lot of nations working across borders. So there's been some beautiful partnerships, again, say, between Canada and Aotearoa. We're seeing partnerships. I'm working on a film right now called Kikuyu Land, which is from Kenya, and it's a Huron-Wyandotte filmmaker working with a Kikuyu filmmaker. So I'm seeing across nations this cross support, but also intergenerational storytelling that's emerged. And one of the beautiful things too, I think, over sort of, if you look back at kind of the last few decades of Indigenous cinema globally, it's been beautiful how much a female presence has been there. I mean, often a vast majority of filmmakers are Indigenous women. And I remember when I used to run this organization called Imaginative, which puts on the world's largest Indigenous film festival in Toronto, one of our partners. We were at times thinking about how do we support and encourage
heterosexual, cis, Indigenous men to get involved in film. But it's a wonderfully, it's kind of this diverse international community. And I think one of the real exciting aspects that's emerged in recent years vis-a-vis sort of impact and kind of a proactive move from this collective communities part is production protocols. Not just production protocols, but perhaps also exhibition protocols. If you go down to E5, there's a document called On-Screen Pathways and Protocols, which is a document that's now housed with the Indigenous Screen Office in Canada. It was began by Imaginative. I was involved in that particular initiative. It's a grassroots, practical production framework about making anything screen-based when it comes to Indigenous stories, content rights, or everything. It's since been adopted by multi-industries, different sectors, different communities. But these protocols in terms of creating work is really, I think, an essential part of how films are made. But I'm curious, I mean, Dawn and Saklo, perhaps we can get either of you to reflect on this in terms of sort of presenting the work to a global audience. I'm just wanting to hear maybe some insight into, what's the difference in terms of presenting work at home and maybe internationally, let's say? Yeah. Well, certainly there is a cultural difference. Whenever I present work at home or in Europe or in North America or in Asia, so it's almost like the film adapts itself depending on where it is. But especially when I show my films at home, for example, in the Philippines, or more so in my region, in the Cordilleran region of the Philippines, a lot more of the audience can notice little things and hidden things that I've put culturally that they would get, for example, little jokes or certain ways of behavior or parts of the landscape. For example, in my neighborhood, people can recognize where this is in our area. And a lot of the native people in my area would see it as a nice little treat for them, a nice little kind of reward while watching the film that, wow, we're seeing kind of ourselves in this film. We're seeing our area, and they're kind of seeing it in a cinematic lens. Back then, it was just, when I was a kid going to school, like walking home from school, I would just walk by this dirt road on my way back home, listening to emo music and kind of just feeling myself a little bit. But then when I started making films, I started walking along those roads again and feel like, okay, maybe I can put this in my film and kind of share the same feeling that I get listening to music while walking these roads. So that's what I try to do in some of my films, is to just have those mundane moments that I have growing up there. And a lot of people picked up on it, like they have the same sense of kind of melancholy or nostalgia for the same aesthetic of just a dirt road and there's mountains in the back, and it might not mean much to an audience somewhere else outside the Philippines or outside of the Cordilleras, but for our people, there's a little treat to it, But then again, I would speak to other filmmakers, other Indigenous filmmakers from other countries as well, and they'd share to me that, like, wow, your film spoke to me. When I was seeing the dad character in your film, it felt like it was my dad. So in a way, maybe they don't really relate to the visual aesthetic of it, but maybe the fact that there's an Indigenous elder being shown on screen or a young Indigenous woman on screen, they feel like it's them, and they feel not just represented, but they feel like they can make the same thing, the same type of films in their hometown as well. Two examples from the Witness program, actually. So Brittany Orison Wood's short film is called The Heights Have Healing. It's part of the Witness program, and definitely please come see us at E5 and get screeners, because it's a beautiful film. But when Brittany was making it, one of the things we talked a lot about, because it's about high tanning, the tradition of taking a caribou or a moose hide and turning that into a form of leather using traditional methods. And I related to her so much because I am also a high tanner. She's from Alaska, I'm from Canada, but we have similar processes.
And one of the things I really loved about Brittany's film is that it felt like AMSR to me, because it's like her and her family like sitting and are doing, like actually working on a hide while she's using her language to relate this really beautiful poem that she wrote. And it was like immediately like it just felt like home, but also like we had talked to other people who had watched it, and in the same way, it's relatable because it just lets you sit and like listen to the sounds of like this process that you may not understand, but it's just so beautiful and it makes you feel good. But at the same time, us high tanners are like, "Ooh, I know what the next process is. Ooh, that stuff is really important. How did you do that?" And we just like chat back and forth about the intricacies of like, "Oh, what kind of like solution did you use?" Like it was relatable, like really important for us to like have those, like you said, like kind of small things where we related on a very personal level, but it was also universal, that like other people could really understand it. And then similarly in Ashley's film, which is Say It Slowly, again, please come see us at E5 and get screeners, because it's a beautiful film about Inuit woman who is talking in her language about the importance of learning and being able to speak her language. And there's a wonderful section where there's no subtitles and you have to sit and listen to her speak. And it's just so beautiful because you then just like, you can feel your body relax and like you're just trying to engage with the language, even though you don't understand what's being said, it just feels so good. And then similarly, Ashley and I were talking about the film, about how like we're both in the stage where we're really beginner learners in our own languages. And I was telling her, like I was really carefully listening the first time I watched it. I was like, "Oh, I heard you stumble. Just like a couple of times I heard you stumble over the language while you were speaking." She's like, "Yeah." I was so excited though, and we were going back and forth, and I'm like, I love that. Please keep those stumbles in there, because it's important for us new learners to remember that that's part of our process. Like we have to learn, we have to practice, and it's beautiful that you're doing that, and it's in there, it's in your film. So yeah, I think there's lots of ways that we find those small instances where we really relate to each other, but also it's such an important thing for other people to witness. Yeah, it's a beautiful, beautiful film. Really thought it was important for us to do that deep dive into kind of impact and sort of try to express all the multifaceted ways that is present in Indigenous films, not just in terms of responsibility to community, but we talked about language, the filmmaker's own journey, where it sits perhaps globally. Maybe, and you mentioned this already a little bit, Dawn, about the aesthetic, but maybe we can dive a little bit into that in terms of, where is maybe there some tension or different interpretations of where kind of an artistic aesthetic comes into play or in conflict with impact goals. I guess I'll start by sort of maybe asking the question in a different way. Like, have you felt as filmmakers, in terms of submitting or representing this work, have you felt that there's been any kind of misinterpretation or misrepresentation of your films outside of Indigenous film festivals because of this sort of perhaps notion of conflating aesthetics with artistic quality or integrity? Speaking to that, perhaps maybe one tension point is oftentimes we hear, "Oh, we have our one Indigenous film." And so what I notice in terms of programming at festivals or platforms is there's a sense of competition where we're trying to encourage more of a dialogue, that there's not one monolith of Indigenous cinema. There's multiple traditions of storytelling, be it Mohawk cinema or Tongan cinema, or Inuit cinema. And so really trying to do some education, and we're seeing that take shape and form. There's a project in Turtle Island that is ran by Doc Society, and it's 5 Indigenous-made films.
And what they are doing is they have packaged these stories to go to festivals together and are talking about the impact of collaboration versus this sense of competition. So I would say that's a tension point that I see that we're trying to work on through some education and advocacy, that there's a shift happening, and something that we're trying to also bring forward in our communication discussions here in Europe. Absolutely, and I think the fact that the Indigenous Cinema Alliance has a presence here at Clermont, the market, obviously is one example too of kind of stepping forward to meet somewhere in the middle. But Saklo or Dawn, I mean, have you encountered any of this sort of, at least even perceived conflict, and how does that kind of impact your willingness even to maybe submit to certain festivals? I would say, like, yeah, I think, like, we talk about it in Canada where you kind of become the token Indian, where, like, because they don't have too many Indigenous films or don't have too many Indigenous representation, that you then become, like, the one person they ask all the questions to. And it's never a point of, like, it's important to help to aid the education, but it ends up being quite a burden often. So it becomes a barrier where you're like, well, if there's no other Indigenous films, do I really want to show up? And, you know, like, am I just going to be, you know, paraded around and you know, going to be your one, like you said, like your one Indigenous friend who, like, oh, I know a person, you know? So it always ends up feeling really weird. But I think there's lots of ways as programmers, as distributors, as salespeople, as film festivals, like, there's tons of ways to help aid and ensure that doesn't happen. And I think, like, we're seeing it at Clermont, like, there's like 15 of us. And that's pretty incredible. And, you know, we're not just the only Indigenous representation. There's, like, all kinds of Indigenous films from other countries, other regions that are being played at Clermont. So it's like really beautiful that that's happening. And I think that there needs to be more of that. Like, let's just all go to the things together. Yeah, it's certainly building and bridging things. And Dawn, I'm curious to get your thoughts on this too, because clearly, if we look at sort of the European model, clearly there's not a void. Your works have been here in Clermont, they've been at TIFF, they've been at Sundance. Myself, I'm a programmer at Filmfest Dresden. But I'm curious to hear your thoughts on this topic. Yeah, well, you know, I remember the moment I decided that I want to be an Indigenous filmmaker, and, you know, I wanted to make this film called The Headhunter's Daughter, which eventually went to Sundance and Clermont. But, you know, at that point of, you know, my filmmaking career, I don't know, I didn't know how Indigenous films really look like. And maybe it was, you know, my own kind of youth as well, not really trying to discover, not really trying to learn much. I kind of just assumed what Indigenous films looked like, you know, for myself. And at that point, I was interested in not just, you know, making films about my indigeneity, but just making films in general that would try to speak to everyone. But yeah, when I made The Headhunter's Daughter, I tried not to look at other Indigenous cinema actively. Partly it was COVID, and I didn't know how to access things as well. But so I naively just made this film, and I think in that process, it made me kind of made a film that was just personally resonating for me and maybe to the immediate people in my community. And I think because of that, you know, maybe it gave the film a bit of an edge to be able to, you know, be readable to any audience everywhere else. But after making that film, I did feel, you know, that was me wanting to be as Indigenous as I could be in my own way. You know, I had all the Indigenous tapestries on the characters, you know, the Indigenous tattoos on some of the characters, and was really wanting to go all out, even though it's a very quiet, subtle, minimalist film. So when I made my next film called Vox Humana, which played last year here in Clermont,
I wanted to change my approach a little bit because I was in a conundrum of, what is Indigenous aesthetic really? I tried to go all out in my other film, but, maybe this time I want to show a different side of indigeneity that, we don't really have to be wearing loincloths or, with all the traditional attire, but like we can wear trench coats and look like we're in the Matrix or something, So kind of pushing the aesthetic a little bit shows that, there's multiplicity, there's diversity in Indigenous voices, and it's not just, I'm not just going to give the audience something to look at that, tribal culture and, but I wanted to show them that there's many different sides. We can have, a film that looks a bit sci-fi and a little bit different, and not just, from my previous film, for example, it's more of a Western, but this time I wanted to approach it like a sci-fi. And, showing that different genres and different voices can come out of Indigenous cinema, I think was very important for me. I think what you've all just spoke about was something I think is really at the crux, the heart, and the beating heart and soul of what I think we're trying to collectively do with what we call Indigenous cinema. I mean, Tracy, you mentioned that we're not a monolith, and I think it's the easiest reference point in sort of global cinematic culture to say Indigenous cinema, but I think our hope, and certainly I think our generational goal with these kinds of initiatives and sort of meeting halfway, is to really put forward that, the way that we talk about European cinema, and we innately know that means representation of different cultures, countries, states, languages, movements, all those things, also applies to our realities. I mean, there are hundreds of communities and languages and different cultures around the world, each with their own screen culture. In many ways, still growing and forming, and we need partners, and we need sort of help to grow these things. I mean, that's absolutely key. And it just really underscores, I think, the importance of why we're here. And you're absolutely right. I mean, we have so many different kinds of genres, different kinds of aspirations, different kinds of goals. I'm thinking of Aline Subomsawin. She's an Abenaki filmmaker, documentarian. She's 93 years old, still making films, has about a 60-film career, mostly documentaries through the National Film Board of Canada. And one of the things that I always remember her saying is she narrates most of her documentaries and often rejects this notion of interpretation. She says, yes, people always say a picture can take can say 1,000 things. Sometimes you hear the people extolling the virtues of kind of open interpretations for films, but I often hear her and others talk about the need for specificity. And I think about sort of like, as programmers, you're a programmer, we program things, you often hear that people hate voiceovers, right, in films, but like it would be such a good film if it just didn't have that voiceover, right? And so I just want to, maybe Tracy, if you can reflect on that and just kind of this notion of the importance of the voiceover as it pertains to truth. And maybe you can talk about Waska in that sense. Thank you. So again, at our booth at E5, Indigenous Cinema Alliance, and we really do want to continue this conversation with each of you, so we hope that you come by, and we have Francais speakers as well, so anyhow, yeah, we want to connect with you. But one of the films that we're representing, it's called Waska, The Forest is My Family. It's by Nina Gualinga. She is Quechua from Ecuador, and she speaks to the extractivist culture of ayahuasca and people going to the Amazon or to South America to take these mystical journeys. She wanted to talk about that as a neocolonial form of extraction. And from her perspective, she wanted to speak from her place as a woman, a Quechua woman connected to their family of forest people or tree people. And for her, narration is a form of narrative sovereignty and ensuring that she is
able to transmit the feelings not only of being connected to the forest, but their hopes as a family for the world to understand the impacts of coming in and taking and the repercussions of doing so. So the narration for her is an act of sovereignty, of asserting their familial connection to the plant people, but it's also an important document for time immemorial for people to reflect on this film as potential research in the future. How do you reflect on that, Sakla? I mean, with your own sort of narration and the works that you've done. Yeah, I would say very similarly that so when you go to watch all the Witness films, they're all E5. in E5. They're all in Indigenous languages, and one of the really beautiful things about that is we then get to help you interpret it through the English subtitles. Like how we translate it is how you're going to interpret it. Because you don't speak the language, we're helping aid that interpretation. And in that same way, there's agency in that. There's like some really, I love how you put that. There's some really beautiful intentional ways that we're like thinking about how you're interacting with the language. And I think in all of those Witness films, like it was such an important part of what each filmmaker was doing. Like it was really integral to their story and how they were helping the world understand their situation. I want to say again, too, I think one of sort of the collective goals, we'll have some time for questions in a couple of minutes, but I think that's underscore one of our collective goals here, especially with engaging with programmers, any kind of distributors or buyers, is really to underscore that it's not about saying bluntly, you don't get what we're creating. It's about sort of providing some context, we hope, that sort of when these works are being assessed, there's perhaps a different contextual read to assessing them and including them in packages or in festivals and whatnot. A lot of festivals have sort of had carte blanche programs with Indigenous programmers. I mean, we've all, I think, done sort of that to some degree. But also just to really encourage, like what we're talking about, sort of there's multitude ways to explore Indigenous cinema, be it individual Indigenous national cinemas. You could do a whole program on Gwich'in cinema, for example, or sort of look at queer two-spirited representation in Māori cinema. Like it's just really sort of so many facets that sort of open up a wealth of possibilities for curators and programmers and festivals to represent this work. And as international film festivals and places for international films, I mean, our cinema really, our collective cinemas are really sort of, I think, one of the most exciting things happening. And with that, actually, I want to sort of turn it to Celia Sombi from the International Sami Film Institute. Again, within a European context, we have Sami, who are some of the indigenous people here in Europe. And Celia, I'm curious just to hear you sort of speak again about kind of Sami aspirations, particularly within the context of European cinema. Oh. Okay, thank you, Jason, for passing me the mic. Yes, I'm Celia Sombi, and I work as a film commissioner at the International Sami Film Institute. I'm here with my colleague, Mayen Gaup, who is our international festival coordinator. So please, anyone, don't hesitate to contact her also afterwards. Yeah, Sami Films, we are having a go at the moment. I've been at so many festivals, I'm a bit festival jet lagged almost. But it's really, we have a lot of interest that is spiking, and that's due to the efforts that the ISFI, the International Sami Film Institute, is doing, and we're meeting a lot of interests from all over Europe. Of course, we have our own stories, so I can just echo what all of our eminent panelists have been saying. Telling our own stories is extremely important to us, and we feel like there's a shift also here in Europe,
and there's an interest that is growing ever more. But there's still a way. There's still more things to be discovered and more territories to be that we could also connect to. But it's very important for us to be here in Clermont-Ferrand and to connect with everyone that's here as much as possible. So as Jason is saying, come to the booth E5 and connect with us even more. And then we can also discuss more about our films and how we want to connect with as many people as possible. So, yeah. Thanks, Celia. Yeah. And maybe I'll just do one kind of last blanket pitch for E5. We have a meet and greet tomorrow, Wednesday at 6 p.m. down at, where? E5. We'll go to questions in a second, but I do actually just want to just kind of go back maybe a bit and just talk about, get your perspectives on this notion of, I think there's a willingness from the larger international community to have our works represented and maybe kind of come at this from a different angle. And, you know, even just with, for example, Filmfest Dresden, we didn't have a lot of Indigenous submissions to the festival. And I'd say that maybe this is kind of echoed in sort of a lot of festivals about why aren't we seeing, because I can attest, it's not about quantity, or the content is certainly available, but maybe sort of why aren't some things, what's happening here? So as I mentioned, I'm from Northern Canada. So one of the things that I've talked to at least people in my own community, because we're very small and we have quite a few filmmakers. We actually have our own film festival, Yellowknife International Film Festival, by the way. And one of the things that I've talked to many of the filmmakers in my own community about is that, like, we just don't know about all the other things that are happening in the world because, like, a lot of the ways that we interact and learn about things is one-on-one. Like, we keep talking about our booth, but like that is really how we get to know people. Like, is we sit down, we have tea, we have a conversation. Like, that's how we get to know and get to understand each other's values and interests and goals. Like, that's how we as Indigenous people like learn and relate to each other, is by sitting there and having a conversation. So in a big way, at least for us Northerners, it's difficult for us to know about these festivals, to hear about them, because we don't have the budgets to go to Clermont. You know, we don't have all these budgets and knowledge about all these different kinds of things that are happening in the world, but we want to be there. Yeah. Yeah, I think I'll echo the same. In the Philippines, it's almost hard enough to find resources to make your own short films. More so in the regional areas, right? And imagine in the mountains in the Philippines, there's no rental companies who could rent cameras, and you know. So it's almost as if, you know, Indigenous filmmakers have to be in Manila, which is the capital, to become filmmakers. So there's, you know, we're almost being forced out of our place and our area just to, you know, tell our stories, which is such a huge friction. You know, it's hard to make films this way, and what more, you know, for us to even think like it could go elsewhere. Like, you know, there's not much outreach as well, you know, in these areas that like, oh, this festival exists. I remember when The Headhunter's Daughter, my third short film, got into Sundance, and I told our lead actress, she's not really an actor, she's a traditional tattoo artist doing Indigenous tattooing, but she's an actress now, of course. But back then, I told her, we got into Sundance, and then she was, what is that? I don't know that. I have no idea. Which, you know, we laughed about it, but then, you know, it tells like not, you know, for filmmakers it's a dream, but not everyone knows, you know, these places exist even. So I think it's a combination of that, you know, the lack of outreach of festivals to reach, you know, to tell people from regional and Indigenous areas that, you know, we exist,
but also there's not much resources for us to make films in the first place. So, a combo of that makes it really, really hard to, to find submissions. And I think one of the reasons, too, going back to what we chatted about at the beginning, is we make films with an eye to community, to nation. It's a part of that fabric. And very often, we just innately have to show the films to that community first, in which some cases, for example, with Skab Magovat, the Indigenous festival that just happened last week in Sapmi in northern Finland, there's sort of an obligation to show to community first, which can also negate some world premiere status or European premiere status that a lot of festivals on this continent or elsewhere have. Tracy? Sure. Also, I just wanted to give a nod again to Indigenous Cinema Alliance. Currently, we are a coalition of 9 Indigenous-led serving organizations globally. So this allows us to share with one another our protocols and practices, but also our insights and information. And that knowledge sharing feels like such a gift that perhaps people who've gone to film school may have had access to, or have had, have been influenced or have had access to resources for a long time, may inherently know or have experienced or practiced things like submissions and knowing how to do that. So one thing we do for one another is we share that, assist each other, assist our filmmakers in understanding the platforms, the networks, the processes, and from this global care perspective too, which I think is so important because it can feel overwhelming. Just as a filmmaker, all of these platforms and navigating the systems, it's a lot. And as filmmakers, as artists, we didn't necessarily sign up to be entrepreneurs or business people or marketing folks. It's not always within our skill set. So being able to share that responsibility has been such a gift, and to learn from one another. Absolutely. We have time for some questions, or any kind of clarification you'd like. Just please raise your hand. Theo has a microphone. Or any comments from any of the partners that anyone sort of wishes to add as you're thinking of your questions and coming forward with them. I'll just add, as someone who's really spent my adult life working within the Indigenous cinema space, it's incredible to see how things have changed. And we're talking about, 25 years, 26, if we're sort of this century, has represented such a seismic shift in global world cinema, but also within our own cinematic cultures, because we have people who now are going to be turning 26 this year, who grew up with a wealth of Indigenous-made content, not just on screen, but in books, in role models. And I can't think of a more profound change than that when it comes to cultures that have been actively suppressed, marginalized, have had our stories stolen, and are continually extracted. Right? People who have been misrepresented on screen for the history of cinema. It's been such an incredible sort of time to really sort of have this. And these cohorts are making films. And what's incredible to me is that, I think the moment that I realized, oh shit, I'm getting old, was in 2017 when I heard this presentation in Winnipeg from these 3 Indigenous youth. They were late teens, early 20s. And the way that they talked about culture and art making was so fresh and so different. And it took me a while to realize that was the first time that I really sort of saw evidence of that cohort coming forward. And it was so beautiful. Questions? Right here. Hello, everyone. Thank you so much for speaking today. For the room, I'm one of the people that will be at the meet and greet. I won't tell your booth number again. It's burned into your ears. So thank you so much for talking today. A question that I have for all of you is that you spoke, again, for this panel that is when impact is the aesthetic, and you're talking about kind of film practices that are non-extractive. And one of the things that you mentioned was, again, that there's a different kind of communal process to making a film. For people who are non-Indigenous, can you speak to maybe one part of the process in particular that you hope people kind of adapt in the future, whether they are going to work with Indigenous filmmakers or just for themselves in this film industry? Like, is it
bringing on people maybe who have no film experience and giving them a position of power. I know that one of your partners, Pacific Islanders in Communications, does that. So would love to hear what you would encourage people to do so that they can also make impact their aesthetic. Thank you. Thank you, Olive. One thing I would mention is consent. That throughout the process, from the beginning inception of an idea, throughout pre-production, production, post-production, even distribution, is always having these conversations with community, with the makers, with the protagonists, key participants around consent. As a producer, I will say budget, pay your people, because our economies need money, our communities need money, our people who are contributing to these films, they need money. So yeah, pay your people. Yeah, for our film Vox Humana, filming this film was kind of challenging because we had to traverse mountains and kind of brave a lot of weather changes. And I think, part of the Indigenous person in me was just listen to the wind and feel it out. And, just some typical stuff. But but then I told this to all of our crew, to put it in our own discipline on set that, if something doesn't work out, we can accept it. If it starts raining or if the cloud starts coming and we don't have the sun, let's just try to accept what happens. So, for this film, we did not use any lights because we wanted to respect the mountain. We didn't want to, put up a generator and do fancy stuff and kind of dig stuff around the mountain. We wanted to honor the actual location. So for us, we didn't have any lights. We tried to be as sustainable as we can on set as well, in show of our own respect to the land. And it not only helped us in our own storytelling practice, with the results of the film, but it made us more, tethered to the land and understand why we're here and why we're telling this story. Sometimes in filmmaking we get carried away with telling, being filmmakers. It's kind of a fancy thing to be a filmmaker, but kind of breaking down the hierarchical kind of nature of cinema making and all the fanciness of it. You're just left with the story and community and your friends and the land, and because of that you start to just focus into making something special and not grandiose like cinema. I agree. Thanks for that. I'd also add that this isn't anything mystical. It's something really practical and pragmatic. And I always encourage people to approach it as you would approach any kind of co-production or, multi sort of territory treaty. And our protocols, frameworks, and documents are designed specifically to navigate those kinds of questions. And also when to accept a no. If you're hearing a no from Indigenous people or Indigenous filmmakers, there's a reason for that no. So it's how do you accept that? Right here. Kia ora, everybody. I travelled about 47 hours to get here from Aotearoa, New Zealand. So I felt like I couldn't sit down there and say nothing, but I'm really jet-lagged. So please, this might be a little bit rambly, but these are dear friends, and I've known the people here, probably Jason and I, Tracy, we've known each other for about 25 years or something like that, Timber. I'm part of the Indigenous Cinema Alliance. I'm representing Māori land. So just briefly, we started a festival in a town of 6,000 people in New Zealand, about 47 minutes from Wellington, West Coast. I'm just selling it now, but the whole of E5 are coming, so please come. It's at the end of March, and it was an idea because our community, my community, didn't get to come to festivals, didn't get to travel. We have our language. We've grown our language back, and we're celebrating 40 years of our language revitalisation. We have the Māori University, the first Māori University. So it was beholden on me, who was seen to be playing somewhat of an elite sport in my community, elite sport as a filmmaker, to make something in my community. And I was asked, who was your audience when you made this film? And I said, it was my community. It's my grandparents, it's my aunties, it's my uncles, it's the generations that are growing up. I made the short film, it was for my community.
about a group of 3 men who were lawn mowing contractors and all wanted to mow the same patch of lawn. And so this little film that was a bit of a skit, filmed on our marae, our traditional meeting place, got into these film festivals, and all of a sudden it was travelling the world. And I told my family, it's in film festivals, and after a while they stopped asking because it didn't matter to them. They didn't see how the audience responded to our own stories. So fast forward, we put a film festival in our community, and that film festival now, it's in March, the end of March. About 22,000 people came last year. So it almost quadrupled the population of our town. And we don't have a cinema. So we've got all these international guests coming. We've got filmmakers from all over the world. It's such a celebration. But for me, the biggest thing is the people that are coming through the door and how they respond to our films. And that's the impact of seeing our films, our stories, our languages. And I'm talking about as a collective of people who are standing up to some of the... every day for me is a political act. Every day is a political act to be asked, are you really a Māori? Can you speak your language? You know, what matters to you? And why would we want you to tell a story about your people when we've got more resources and we want to tell your stories? In New Zealand, it's a political act right now to tell our stories, even though we have many, many platforms to do so, because our treaty is under attack, our lands, our resources are under attack, and we're getting marginalised once again. So we're in what I would call the next wave of colonisation, and so many people here can relate to that. So when you think about working with us or programming our films, I ask you to think about this. When the audiences see our films, and I've seen it with my own eyes, they change and they become allies. And as film programmers, think about this. You know, if you're the gatekeeper to that experience to connect people with parts of this world that have been holding fast and holding strong as water protectors, of land protectors, of language protectors, it's a celebration. It's not about one being better or one being more privileged. It's a celebration, and it breaks down so many borders. So that's how I feel about being here today amongst you all. In the marketplace, it has been a really beautiful sense of community down there to wander from booth to booth and to have these conversations. So I'd like to applaud the market, the people who have organised the market. To our friends, when we travel together, we just grow stronger as a family. But most of all, come and see our stories, program our films together, because we travel well together. So that's my little bit of a spiel, but e mihi ana ki a koutou katoa. Taria taku moko Māori. I've got it on the back of my shirt. Taria taku moko Māori. Ki te ao, ki te well, I'll say it in English. Embed our native souls in film, because that's where our grandchildren will be the beneficiaries. Thank you. Thank you. Thank you so much, Libby. That's a beautiful way, I think, to conclude the panel. Thank you so much for joining us today. Thank you again to the incredible people here at the market and Talking Shorts for hosting us. And a round of applause for these incredible people. Yes. Thank you.
Hi everyone, thank you for being here. We are very happy to welcome you in this forum for the buyer's presentation of Arte. And the presentation will be available on the Short Film Wire platform live and also later on. So thank you and enjoy your time with Arte. Bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous recevoir dans le forum pour la présentation acheteur d'Arte. La présentation sera aussi disponible en direct donc sur Short Film Wire et également en replay pendant plusieurs semaines. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Donc on est l'équipe de Court-Circuit, le magazine de court-métrage d'Arte. We are the team of Court-Circuit, Kurzschluss. It's a short film magazine that is screened on Arte every Thursday after midnight. We have 44 slots a year, 25 that comes from Arte France, 19 that comes from Arte Germany. And I'm Laurence Rayet. C'est Catherine Collat, Hélène Vessière, Grégory Odermatt, Catherine from ZDF Arte, Hélène und Grégory from Arte France. And I'm in Strasbourg at Arte GVE. Yes, we have... Oh, merde, pardon. Sorry. We have a very nice trailer. Toi et moi, un contrat, maintenant. Tu défiles là? Je vais te faire avaler tes mots. Du panier! Dégagez maintenant, sinon j'appelle la police, c'est clair? J'adore ta manière de danser. Faut de la tendresse. Faut s'aimer. S'aimer? Je crois que tous les gens qui baisent, ils s'aiment. You love me. Je fais un vœu. Yes. Donc bonjour à tous. Vu mon niveau d'anglais, je ne vais pas vous parler en anglais. Ça va être Grégory qui est chargé des achats qui va traduire. Mais je voudrais... Donc cette année, on a 11 courts-métrages qui sont sélectionnés, 11 pré-achats, donc dont Arte s'est engagé sur le scénario, qui sont sélectionnés à Clermont-Ferrand. Vous avez pu voir un certain nombre de films dans la bande-annonce Arte France, puis bientôt vous allez voir la bande-annonce faite par le pôle allemand. Je voudrais déjà présenter l'équipe de Court-Circuit, parce qu'il n'y a pas que nous deux. Donc en fait, vous avez Pascal Richard, qui est dans le fond de la salle, qui est à l'accueil des projets. Donc quand vous envoyez un projet, c'est lui qui est à la réception. Tu veux traduire, Greg? Bonjour, hello. So this year Arte has 11 shorts that are pre-bought by Arte or co-produced by Arte that are selected in Clermont-Ferrand. So we are presenting the team that is coming with us. So Pascal, Romain Froidefond, qui est chargé de la post-production de l'ensemble des courts-métrages, moyens-métrages, court-circuit. Il y a dans la salle Nico, qui est là, qui est un des chargés d'administration de l'équipe cinéma, puisque Court-Circuit fait partie de l'unité cinéma d'Arte France. Et dans le fond de la salle également, Agnès Buich, notre merveilleuse attachée de presse du cinéma, qui est dans le fond de la salle également. Et puis donc Grégory Odermatt, qui est chargé des achats de courts-métrages à Arte France. Voilà, vous connaissez l'équipe. Yes, so Nico, which works in the administrative contracts and everything in our team, and Agnès, our PR, which is wonderful work as a PR. Donc, comme vous le disiez, Laurence, Court-Circuit, c'est vraiment un magazine franco-allemand.
qui est diffusé donc en alternance, fabriqué en alternance par la France et par l'Allemagne. Donc tous les jeudis, ça c'est vraiment la nouveauté, puisque depuis des années on était diffusé le samedi sur l'antenne d'Arte. Donc évidemment, vu la génération qui est dans la salle, l'antenne, c'est pas trop votre problème. Vous regardez sur arte.tv ou sur YouTube, mais plutôt peut-être sur arte.tv. Mais en tous les cas, on a changé de jour à l'antenne. On est donc tous les jeudis, mais toujours à minuit. So yes, we have a short movies magazine called Court-Circuit. It was before broadcasted on the Saturday evening. Now it changed since January, so it's on the Thursday evening after midnight. So you have here all what is inside the magazine. Le magazine Court-Circuit est toujours suivi d'un moyen métrage, toujours apporté en alternance France-Allemagne, donc voilà, diffusé après Court-Circuit le jeudi. Et no, yeah, we have also, after the magazine, we broadcast every week a mid-length movie. So mid-length, it's from 30 minutes to 59. So it's quite rare to see that on TV, so we're quite proud of it. Alors, dans un premier temps, vous parlez de la politique d'achat de courts et moyens métrages, et on va lancer la bande-annonce donc, qui a été faite par le pôle allemand. Je laisse donc la parole à Catherine Collas. Merci. So I'm representing here the German side, so my speech will be held in German. Everything okay? Yeah? Leaving the room already? No, I will speak English just to please you. On the German side, we have, as my colleague Hélène already told you, and Laurence, 19 slots that we cover all over the year. It's a 52-minute slot like the rest of the slots, but it's dedicated to non-French-speaking movies, if you want. So we do the rest of the world. So we cover everything, but not France. So in fiction, in animation, in hybrid, experimental. Sometimes a little we approach a documentary form if it's not a pure documentary, and that's how we work. Shall I be completely direct? You can approach me. Of course, it's easier for us. As you can imagine, you have probably 4,000 films touring on festivals every year. I perhaps by 30. And it's a lot. And so the main filter, as I always tell you every year, the main filter for us are festivals, because festivals are already a filter. They're always selecting films, and we curate. On les sélectionne. So after the festival, we do another selection. So it's a hyper sélection. What you see on Arte is a kind of hyper sélection of what is happening in the world, which that's what we try to do. Of course, we work with people here. Clermont is the best example for a market, because here we have the distributors that we meet. We have people that we tend to work with. Of course, it's easier for us not to work directly with filmmakers, but we do it. Of course, we can't. If you approach me, I will try to answer you. It will take time sometimes. Don't hesitate to send me another mail, and excuse me, perhaps a third one. And if after the third one I don't react, that perhaps I've seen the film and I don't want it. That also can happen. But you can 3 times you're allowed. Otherwise, not a 4th time. C'est fini. I'm German. I'm quite strict. I'm not German at all. I'm French. Bon. But I've been working on the German side for nearly 20 years. You know, sometimes it leads to
other kind of, but bref. So a field like this, of course, festivals is the distributors we work with. I always meet in Clermont-Ferrand, the Swedish stand, the Portuguese stand. These are people that we work with, and they also can be very helpful in our work when we are looking for a specific film, etc. As you perhaps you have seen, but perhaps it was not clear in the trailer that you have seen, we tend to, but on the French side it's the same, we tend to have this slot dedicated to one theme. So when we have a magazine court-circuit, a Kurzschluss, it's dedicated perhaps to a festival like Clermont-Ferrand now, like the Berlinale next week, or it is a topic about queerness, it is a topic about environment and comment on dit, ecological topic. So it's always please help me. It's a little bouquet. It's a little. C'est bon, je crois que c'est bon. So I think you understood what I said. Otherwise, Hélène is much more prepared than I am. So she will. We don't talk about the prizes yet. I guess it will be at the end of the session, just to please you. So I keep. If you have questions, we have a little moment after the talk to answer your questions. Thank you. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, après l'exposé de notre politique, vous aurez le droit à toutes les questions possibles. Donc, vous pourrez poser les questions, que ce soit en français ou en anglais. Voilà. Donc, on continue avec donc la politique de court-métrage Arte France. Donc, on a une politique d'achat de court-métrage récent, 2025-2026 pour ce qui est de cette année 2026. Des courts-métrages de fiction francophone ou coproduits par une production française et d'animation du monde entier, sauf les germanophones, bien sûr. Nous n'achetons pas de documentaires. Donc, je le répète, nous n'achetons pas de documentaires du côté d'Arte France. Pour court-circuit, parce qu'il y a une case de documentaires de création qui s'appelle La Lucarne au sein d'Arte France et qui fait partie de l'unité documentaire. Et depuis quelques années, nous avons donc un portail d'accueil des propositions du côté d'Arte France qui s'appelle donc projet.arte.tv, où que ce soit les films terminés ou les projets, vous passez par ce portail. Et nous répondons à tout le monde sous 2 mois maximum, avec bien entendu des lettres types. J'ai parlé beaucoup, excuse-moi Grégory. No problem. So on the French side of Arte, we are buying French-speaking shorts and French-produced shorts recent, so 2025, 2026, not before. We are looking for movies, fiction, animation, but no documentaries at all. We don't buy documentaries because documentaries are bought by other units of Arte, but not the cinema, because we work inside the cinema department. And so we have a website, so you can see here, where you can go and submit your movie if it fits the requirements I just gave you. So that's it. Donc on a également une politique de moyen-métrage. Les moyens-métrages chez Arte commencent à 31 minutes jusqu'à 59 minutes. On sait que juridiquement, ça n'existe pas, puisque en France, normalement, au niveau du CNC, il n'existe que des courts-métrages, mais en télé, on a fait en sorte que jusqu'à 30 minutes, on se dit que c'est un court, et au-delà, à partir de 31, c'est un moyen. Et donc, on achète des moyens-métrages du monde entier, sauf les germanophones. So we also buy mid-lengths, what we call mid-lengths. It's like from 30 minutes to 59 minutes. We buy them from all over the world, except German-speaking, and of course the same as shorts, very recent, so 2025, 2026. No documentaries again, only fiction and animation. Alors maintenant, on va vous parler des tarifs et des droits que l'on prend au niveau des contrats. Donc, pour les achats de courts-métrages, c'est 650 € la minute pour une durée de droit de 18 mois. Évidemment, c'est des droits exclusifs.
On rajoute 500 € pour les droits non linéaires. Et pour les achats web-only, là, le tarif s'écroule. Donc ça, c'est évidemment les droits antennes plus numérique. Et quand on achète des courts-métrages uniquement pour le numérique, alors on appelle ça soit des droits numériques, soit des droits web-only, soit des droits non linéaires, ça dépend des... Voilà. C'est 600 € le film en unitaire. Pour tout ce qui est court-métrage... So the prices, you can see them here. So for short film is 650 € by minute for 18 months, exclusive on France and Germany. Then we take 500. We give 500 € more for online rights, 1 year, 6 months exclusive, 6 months non-exclusive on European territories, because we will talk about this, I think, a little bit later. But Arte has a European ambition, and we also do web-only buying. We have some collections that we will talk about, I think, a little bit later. And for that, it's really, we have much less money, so it's only 600 € by movie for 1 year of non-exclusive European rights. Voilà, c'est vraiment la différence, c'est que les droits antennes ont des tarifs plus élevés, mais ils sont exclusifs. Les droits web-only ont des tarifs faibles, mais ils sont non exclusifs, c'est-à-dire que vous pouvez vendre à d'autres chaînes en même temps. Une petite digression pour vous montrer un petit peu ce que l'on gère tout au long de l'année. Donc en 2025, on a reçu 1346 projets donc, directement sur la plateforme d'Arte, 989 propositions d'achat de films terminés et 357 propositions de préachat. Donc comme vous pouvez le constater, on reçoit énormément de projets et de films terminés. Et on a pu s'engager uniquement sur 60 courts et moyens métrages unitaires en droit antenne et 28 films en droit web-only. Donc évidemment, j'imagine que dans la salle, peut-être, vous avez reçu des lettres de refus, puisqu'on fait beaucoup plus de lettres de refus que de lettres d'acceptation, étant donné qu'on a reçu 1346 projets et qu'on n'en a acheté que 60. Just to give you an idea of the amount of movies we receive each year, in 2025 we received 1,346 projects, which includes movies that are finished, also screenplays for pre-buy. So it was like 1,000 from finished movies and 350 screenplays. And we only bought or pre-bought 60 of them. So as you can imagine, we say no much more often than we say yes. Yeah, that's it. Voilà. Hop. On va passer peut-être au moyen métrage. Donc les tarifs et les droits. Les moyens métrages, donc 31 à 59 minutes, c'est un prix forfaitaire qui est de 21 000 € le film, d'une durée de 18 mois avec des droits exclusifs, plus 500 €, toujours pareil pour les droits non linéaires, avec une diffusion de territoire Europe, une exclusivité France-Allemagne ultramarin, un replay de plus 60 jours et 1 an non linéaire, dont 6 mois exclusifs. Tout est noté sur la slide. Yeah, so for medium-length film, mid-length as we call them, it's a fixed fee of 21,000 €, plus 500 € for the online rights, as you can see, for 18 months on broadcast and 1 year online. Donc là, on vient de vous parler de la politique achat. Maintenant, on va vous parler de la politique de préachat, donc qui est sur scénario. Dès que vous avez eu une aide sélective, donc je répète bien, il faut avoir obtenu une aide sélective soit du CNC, soit d'une région ou d'un département ou d'une ville ou dans un pays coproducteur. À ce moment-là, dès que vous avez une première aide, pas besoin d'avoir plusieurs aides, une première aide suffit à envoyer le projet sur la plateforme d'Arte et vous êtes étudié et vous avez une réponse sous 2 mois maximum. So for pre-buy, it's a little bit specific. So if you want your projects to be studied by Arte, you need to have first
first selective help. So it could be, if you're French, it could be CNC or region. But if you're from abroad, it could be selective help from the country of origin of the projects. So yeah, you can see here this type of this example of funding that works. If you have that, and you can send your projects to Arte to be studied for pre-buy. Donc le dossier est constitué un petit peu, pour ceux qui ont l'habitude du CNC, c'est à peu près la même constitution du dossier. Vous avez tout sur la slide là. So yeah, you can see all the dossier you need to send. So it's classic, you know, the synopsis, the screenplay, biography of the directors, etc., etc. Alors les tarifs maintenant pour les préachats. Donc c'est 1 200 € la minute jusqu'à 23 minutes, c'est-à-dire que les compteurs s'arrêtent à 23 minutes pour une durée de 2 ans en droit exclusif. Ça c'est pour les courts-métrages de fiction, et pour les courts-métrages d'animation, c'est évalué plutôt par film, mais c'est un tout petit peu au-dessus de 1 200 € la minute, mais pas beaucoup plus. Il ne faut pas non plus espérer beaucoup plus. So yeah, up. So the price for pre-buy, 1,200 € by minute for fiction. And then for animation, it's a little bit more. It depends on the projects, on the scale of the budget and the ambition of the film. This can be discussed. It's a little bit more in general, but not very much. But yeah. Donc pour info, l'année dernière, on s'est engagé sur 31 préachats en 28 courts-métrages et 3 moyens-métrages du côté d'Arte France. Yeah, so last year was 31 pre-bought movies, 28 shorts, 3 mid-lengths, 15 fiction and 13 animation. So you can see it's very balanced. Donc maintenant les prix des moyens-métrages. Donc c'est 30 000 € le film pour une durée de 2 ans, toujours pareil, avec plus 500 €, etc., etc., etc. Yeah, so the pre-buy of mid-length movies, 30,000 €. It's a fixed fee for a 2-year period of rights. Donc court-circuit, ce sont également donc des diffusions de courts-métrages, mais aussi des sujets magazines sur arte.tv. Donc vous pouvez les visionner gratuitement. Yeah, so Short Cuts are magazine. It's not only short movies, but it's also interviews, making of and everything. So it's all available on our website, arte.tv. Sur arte.tv, vous avez aussi des collections de courts-métrages, et notamment du coup des courts-métrages qui sont achetés uniquement pour le numérique. Donc, comme exemple, vous avez des courts-métrages de collection Cauchemar que l'on a fait au moment d'Halloween, mais vous avez aussi une collection Tour d'Europe en court-métrage au moment de la Journée de l'Europe le 9 mai. Vous avez une collection Les Cours des Grands également, où on revient sur des courts-métrages de réalisateurs qui sont passés au long. Voilà. Oui. We also have a series of collections of shorts on arte.tv. So we have, like we saw, Cauchemar, which was a collection for Halloween. We also do another one which is called Les Cours des Grands. So that's short movies made by directors that have a feature that is broadcasted on Arte. So it's a lot of different movies from different periods. It's very nice. That's it. Alors, juste un petit mot pour faire la différence entre notre manière de fonctionner avec les courts-métrages que l'on achète ou qu'on préachète pour l'antenne. C'est-à-dire que ce sont des courts-métrages que vous nous envoyez, donc qu'on reçoit par l'intermédiaire de la plateforme. Par contre, pour tout ce qui est collection de courts-métrages, Tour d'Europe, Cauchemar, Les Cours des Grands, c'est nous qui venons vers vous. C'est-à-dire que pour la collection Cauchemar, on va, et notamment Grégory, va visionner énormément de films et va contacter le producteur ou le distributeur pour acheter le film. Ce n'est pas nous qui annonçons en début d'année, voilà, on va faire telle collection, et que vous nous proposez des films. C'est plutôt nous qui allons vers vous. Yes, so there's
for the collections, we are working differently than normal, because normally you send us the projects, but for the collections, we will be the one going to seek the movies we want for a collection that we want to make, because we don't really know what collection we will make at the beginning of the year. So when we decide, for instance, to make a Halloween collection, we will go and ask producers, distributors for horror movies or things like that. So that's why it's different from the normally from you sending us the movies. Et donc, pour info, l'année dernière, on s'est engagé sur 28 films en web-only. Par exemple, pour la collection Tour d'Europe en court-métrage, ce sont des courts-métrages qui ont obtenu l'équivalent des Césars dans leur pays. Donc, que ce soit les Donatello, que ce soit les Goya, voilà, les Magritte en Belgique, etc. Donc, c'est nous qui visionnons, et notamment Grégory, qui visionne. Donc là, on peut revenir sur des films beaucoup plus anciens. Et donc, ça leur permet d'avoir une deuxième, une troisième, une quatrième vie. Et c'est toujours, à mon avis, enfin, à notre avis, intéressant, même pour les jeunes générations, de revoir des courts-métrages qui ont été primés. Voilà. Donc, c'est un peu la différence. Yes, for instance, this collection is Tour d'Europe en court-métrage. It's movies that won an Academy Award in their countries, so the equivalent of the César in France. So for this collection, we can go back and pick up movies that are much older. It's okay, and it allows us to show movies that give us another exposition after they've been released a few years ago. Donc, comme vous le savez, on est une chaîne non seulement franco-allemande, mais maintenant européenne. Et donc, pour tous ces courts-métrages en numérique, on prend vraiment des droits Europe, avec une possibilité de les traduire en 8 langues maintenant, puisque le roumain, je crois, a fait son apparition sur Arte. Donc ça, c'est vraiment l'ambition de la chaîne aujourd'hui d'Arte, et de vraiment devenir une plateforme européenne. Yeah, so the ambition of Arte now is to become the first European platform to be really in all Europe. That's why we try to take as much as we can European rights when we buy a movie, so that we can show it all over Europe. And now we are subtitled. Not every program of Arte, but a lot of programs of Arte are subtitled in 8 different languages, European languages, of course. So that's available on the platform in all Europe. Donc la nouveauté en 2026, c'est qu'on va lancer donc un nouveau concours de court-métrage étudiant. Cette fois-ci, ce ne sera plus de la fiction, ce sera de l'animation, puisqu'on alterne une année fiction, une année animation. L'an passé, on avait donc clôturé le concours de court-métrage de fiction, où on avait eu 207 voilà, propositions de différentes écoles, de différents pays, tous francophones, puisque c'est un concours francophone. Et donc, à partir de juin, autour d'Annecy, un peu avant Annecy, on va lancer donc un nouveau concours. Donc, si vous avez ou si vous connaissez des jeunes personnes qui ont réalisé un court-métrage dans une école ou une université en animation, eh bien, ils pourront donc nous les envoyer. Mais on vous tiendra au courant du lancement de ce concours. Yes, we will launch a contest of student animated short films in June 2026 around Annecy, but it will only be open for French schools. But if you are in a French school and you made an animated movie, you will be able to participate. Donc, sinon, vous pouvez évidemment retrouver Court-Circuit sur arte.tv. On a aussi des réseaux sociaux. On a une page Facebook Court-Circuit. On a un groupe public Facebook, les news du cours. On a des chaînes YouTube. Donc, les courts-métrages peuvent se retrouver sur YouTube Cinéma ou sur YouTube Court Toujours. On a également des posts une fois par semaine sur Instagram et sur le compte Arte Instagram et sur le compte Facebook Arte. Quelquefois sur TikTok également. Et Grégory, tous les mois, fait une newsletter. Donc si vous souhaitez vous abonner à la newsletter, vous prenez l'adresse et vous vous abonnez à la newsletter. Vous ne recevez qu'une fois par mois. Donc vous n'êtes pas envahi de mails, mais c'était toujours utile, notamment pour savoir quand est-ce qu'on lance les nouveaux concours, etc. etc.
So you can find Court Circuit on all the social networks, on Facebook, Instagram, on YouTube, and TikTok as well, on the Arte page. And we have a newsletter. So if you want to be subscribed to the newsletter, you can write to the email that is here, and I will add you to the list. Voilà, donc nous, on vous a exposé le gros de la politique Arte. Maintenant, peut-être qu'on a oublié certaines choses, peut-être que vous avez des questions plus spécifiques. Donc, on va passer aux questions. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon, c'est un peu difficile de nous avoir en dehors de ces moments-là. Donc, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, allez-y. C'est à votre tour. Merci pour cette présentation. Le dernier sujet que vous avez évoqué, qui est donc nouveau chez Arte, ce concours en animation, comme j'enseigne dans une école d'animation à Paris, avec des étudiants qui ont de très beaux projets qui vont finir là en mai. Qui contacter pour être au courant, justement ? Nous allons recruter un ou une stagiaire qui va s'occuper notamment, c'est Grégory qui est en charge du concours, mais il va avoir l'aide d'une stagiaire parce que c'est évidemment beaucoup de travail en plus. Hein. Et donc il y aura une plateforme qui va être mise en ligne, qui est en train d'être fabriquée du côté d'Arte Strasbourg, puisque c'est Arte Strasbourg qui finance la plateforme. Et à ce moment-là, vous serez tenu au courant. Je vous conseille de vous abonner à la newsletter de Court Circuit. Vous serez tenu au courant et à ce moment-là, vous posterez directement vos films sur cette plateforme spécifique d'accueil du concours. À moins que vous soyez déjà en relation avec ISART Digital Paris, ou je ne sais pas si vous ont déjà contacté, si c'est déjà rendu public en interne cette information, ou si moi je fais le pont en tant que prof là-bas. Là, c'est la première fois qu'on l'annonce, le nouveau concours. Hein. Okay, c'est une nouveauté. Ravi de l'entendre. Vous avez la primeur. Je fonce, merci. Il y aura un lien depuis arte.tv/court-circuit. On trouvera en bas de la page le lien vers la newsletter et vers le concours. Et vers la plateforme aussi. Donc on va communiquer aussi sur les réseaux. Dès qu'on aura mis en place, dès que la plateforme du concours sera mise en place, qu'on aura recruté notre stagiaire, à ce moment-là, vous inquiétez pas, on lancera les infos. Il y aura aussi un mail qui va être destiné à toutes les écoles d'animation francophones. Donc on fera connaître. Là, c'est vraiment la primeur. Vous avez la primeur. Merci beaucoup pour cette présentation également. Et moi, j'ai une question assez technique parce que nous, par exemple, on est porteur de projet de l'île de la Réunion, donc réunionnais. Et du coup, parfois, on est accompagné par des productions du coup réunionnaises, donc pas basées sur le territoire européen, enfin géographiquement. Et des fois, on fait des films du coup qui sont en créole réunionnais. Donc c'est une langue du coup qui n'est pas en français. Donc dans ce genre de cas, est-ce qu'on est éligible à Arte France ou est-ce qu'on doit passer par l'international, sachant qu'on n'est ni basé en France métropolitaine ni en français ? Tout dépend si vous avez un producteur français ou un coproducteur français. Et du coup, est-ce qu'un producteur réunionnais est français ? Du coup, c'était plutôt ça la question. En fait, parce que oui, en fait, mais du coup, je me demandais si vous le comptabilisez comme ça ou pas. Oui. Ok. À preuve du contraire, oui. Ok. Non, juste pour être sûr, merci. À moins que la politique étrangère ait changé, je ne sais pas, mais oui. Bonjour. Moi, j'avais une question concernant, en fait, on a un projet on a un film, en fait, qu'on voudrait faire préacheter par Arte, qui est tourné au Maghreb, et, en Algérie précisément. Et je voudrais savoir, en fait, comme c'est un moyen-métrage, parmi les 3 que vous financez en préachat à l'année, est-ce que vous avez des critères, des quotas de langue ? Est-ce que ça doit... Non. On ne fonctionne pas avec des quotas, quel que soit, on n'a aucun quota de quoi que ce soit. D'accord. Vous n'avez pas des obligations vis-à-vis Non. Rien. Ok. Vous êtes d'accord. Non. Ok. Super. C'est vraiment le film ou le projet qui va faire la différence et pas la langue ni quoi que ce soit d'autre. D'accord. Du moment qu'il est coproduit par une société française, il rentre dans le cadre de Arte France, peu importe la langue, qu'elle soit non européenne. Ok. Voilà. Merci. C'est cool. C'est ma question. Et vous n'avez que 3 moyens métrages par an, c'est vraiment... En préachat. Ouais. Oui. Mais en préachat, que 3. Merci.
Mais on est les seuls au monde à avoir une case de moyen métrage, donc c'est déjà pas mal. On espère bien qu'on fera partie de cette case. Merci. Après, on a une politique d'achat. Hein. Là, l'année dernière, on a dû acheter une dizaine de moyens métrages, à peu près, 9-10 moyens métrages. Donc, on a 3 pré-achats plus 9 ou 10 moyens métrages en achat. Donc, c'est déjà pas mal. On peut toujours faire mieux, mais pour l'instant, c'est comme ça. Oui, du coup, c'est une question pour un film non francophone, ukrainien. Les 2 dernières années, il y avait un dispositif d'aide. A priori, il n'y a pas d'infos sur des renouvellements actuellement. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même besoin d'avoir une aide du pays d'origine ou, voilà, si on est coproducteur français, c'est compliqué d'avoir des dispositifs forcément tôt en France. Est-ce que pour l'Ukraine, il y a une exception ou... Non, il n'y a pas d'exception. Donc, c'est pas possible, du coup, vu qu'ils ont non, pas de... il faut absolument avoir une aide, quelle qu'elle soit. CNC, bon, je ne vais pas vous répéter toutes les aides, on les a déjà dites. Nous ne faisons aucune exception. Comme je vous l'ai dit, nous avons reçu l'année dernière 357 projets qui ont obtenu une aide sélective. Il y avait des projets ukrainiens dedans? Certainement. Enfin, là, en tout cas, il y avait le dispositif CNC les 2 Mais dernières années. Excusez-moi, je ne peux donc pas faire d'exception parce que sur les 357 projets, on s'est engagé sur 30 préachats. Vous vous rendez compte le nombre de projets que l'on a refusés, le nombre de personnes qui ont obtenu une aide sélective et qui ont été refusées. Donc je ne peux pas commencer à faire des exceptions, malheureusement, ni pour les Ukrainiens, ni pour quelques pays qui est en guerre, parce que malheureusement, le monde va très mal et qu'il y a des guerres de partout. Donc, il faut absolument avoir une aide sélective et il n'y a aucune exception possible. Merci. Par contre, quand le film est terminé, là, c'est ouvert à tout le monde. C'est pour ça que nous recevons d'ailleurs près de 1000 films terminés, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de barrières. Mais pourquoi nous mettons les barrières? Pourquoi? Vous voyez que nous sommes une toute petite équipe et que nous avons aussi l'habitude de dormir. On est des humains. Donc on prend sur nous de répondre sous 2 mois maximum, ce qui, je pense, n'arrive jamais ailleurs. Tout le monde a une réponse type. C'est vrai parce qu'on n'a pas le temps de faire des réponses personnalisées à tout le monde. Et donc, laissez-nous être humains. Ou alors peut-être que dans quelques années, vous aurez des IA. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est dur quand c'est un pays qui est en guerre, mais si je commence à faire une exception pour... Là, une exception là, il y a un moment donné où on ne s'y retrouve pas. Donc malheureusement, je préfère dire il n'y a pas d'exception. Vous expliquez bien les règles, et puis en espérant que le talent va... On a quand même une politique d'achat qui est quand même assez importante. Et on arrive quand même à trouver aussi des films ukrainiens qui sont coproduits par un producteur français. D'ailleurs, il y a un film sur lequel que l'on achète qui est en compétition ici. Tu veux en parler, Grégory ? Oui, on a acheté un film coproduit ukrainien qui s'appelle Easter Day, qui parle de la situation justement en Ukraine sur l'enrôlement des jeunes dans l'armée. Donc effectivement, il y a des films qui arrivent à faire leur chemin jusqu'à nous. Donc voilà. Et on est en train de faire le contrat. Voilà. Désolée d'être un peu sévère. Pourtant, je ne suis pas allemande. Je ne vois pas du tout l'allusion. Bon, il ne faut pas que ça plombe l'ambiance. Hein. Allez-y, posez vraiment vos questions. C'est l'occasion. Oui, j'ai une petite question par rapport aux critères pour les préachats où j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'une aide municipale. Il y avait 2 questions par rapport à ça. Est-ce que c'est n'importe quelle aide municipale ou c'est certaines qui sont reconnues? Et est-ce que c'est forcément une aide financière? Vous pouvez répéter? Dans les conditions pour les préachats, il y avait marqué que ça pouvait être aussi une aide municipale d'une ville. Ah, oui.
Et donc, en fait, est-ce que c'était... Par exemple, Paris a une aide. Ouais, voilà, c'est ça la question. C'est est-ce que c'était celles-ci qui sont reconnues professionnellement ou n'importe quelle ville? Et est-ce que c'est... Ah oui, si vous avez... Nous, c'est vrai qu'en moyenne, c'est plutôt... Au niveau ville, c'est plutôt Paris qui a vraiment une aide institutionnalisée. Maintenant, s'il y a une autre ville, je dis n'importe quoi, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montauban, Clermont-Ferrand, hein, et que c'est une aide sélective à la production, bien sûr, ça fonctionne. Merci. L'idée de ces aides, pardon, juste 2 secondes. L'idée de ces aides, vous l'avez bien compris, c'est qu'on reçoit déjà 357 projets qui ont obtenu une aide. L'idée d'avoir des barrières comme ça, c'est pas de recevoir 1500 projets, parce qu'il y a un moment donné où il faut les lire. Donc, et puis, il y a la deuxième raison, c'est que Arte, c'est pas un mécène, c'est une chaîne de télé, un diffuseur. Donc nous, on doit absolument diffuser et diffuser le plus rapidement possible. Donc quand vous avez déjà obtenu une aide sélective à la production, ça permet de rentrer en production beaucoup plus rapidement et donc nous, diffuseurs, de diffuser plus rapidement. C'est aussi ça les raisons. Voilà. Bonjour, est-ce que vous pourriez... Je suis là. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quel est le rythme de vos commissions, ou bien si vous sélectionnez au fil de l'eau pour les préachats, c'est-à-dire vous... Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Deuxième question, si le film est préacheté... Donc au fil de l'eau, ça veut dire que je lis en moyenne, sauf pendant les vacances, en moyenne un projet par jour, sauf pendant mes vacances. Bravo. Deuxième question, si le film est préacheté, est-ce que vous pourriez me dire si les sous-titrages sourds et malentendants et l'audiodescription sont obligatoires? Le sous-titrage, non. De toute façon, c'est nous qui fabriquons le sous-titrage malentendant. Hein. C'est la chaîne qui fabrique, c'est pas vous. Et même pour les sous-titrages, que ce soit français, allemand, en langue européenne, c'est nous qui fabriquons, c'est pas vous. Ok, merci. Ouf. Bonjour, merci, c'est très clair. Juste deux petites questions. La première, c'est concernant les achats. Est-ce que ça vous arrive d'acheter des films qui ne sont pas suivis par une production, qui sont autoproduits, ou est-ce que c'est peine perdue? Et la deuxième, c'est, vous disiez que vous ne prenez pas enfin en tout cas, c'est pas votre branche d'Arte qui prend les courts-métrages documentaires. Et du coup, vers qui s'adresser pour ce type de film? J'ai pas compris le début de la question. T'as compris? Sur les autoproductions. Ah, les autoproductions, oui. On a ouvert aux autoproductions il y a plusieurs années. Donc, alors, on a une espèce d'exception exceptionnelle au sein de la plateforme d'Arte parce qu'aucune unité n'accepte les autoproductions, sauf les courts-métrages. Donc, ça nous arrive d'acheter des autoproductions. La deuxième question, c'était les documentaires. Donc, c'est la case La Lucarne dans l'unité documentaire. Donc, quand vous allez sur Arte Projet, vous allez dans l'unité documentaire culture et connaissance, comment ça s'appelle? Société et culture, pardon, voilà, c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Société et culture, et là, vous avez la case La Lucarne, qui sont des documentaires de création et qui est diffusée le mardi soir à minuit. Après, si je peux préciser pour les documentaires, il n'y a pas vraiment de case de court-métrage documentaire sur Arte. Pour La Lucarne, je crois qu'il demande une durée minimum de 45 minutes. Donc malheureusement, il n'y a pas vraiment de case de court en dessous de 45 minutes sur Arte. Donc voilà, pour ne pas avoir de faux espoirs, malheureusement, il n'y en a pas, quoi. Alors, il y a une petite exception exceptionnelle que l'on fait, c'est sur l'animation. On s'est déjà engagé sur des documentaires animés, mais qui sont, disons, souvent basés autour d'un document audio. Et après, c'est par exemple Gigi. Je ne sais pas si vous aviez vu Gigi il y a quelques années. Voilà, qui était un documentaire animé, mais on ne peut pas appeler ça un documentaire pur. Voilà. Donc c'est un peu les exceptions. Sinon, il y a nos collègues de France Télévisions, notamment France 3, qui s'engagent sur des documentaires de court-métrage. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre ligne édito? Est-ce que vous avez des
thèmes, des genres que vous recherchez, peut-être par année, par période, ou est-ce que vous êtes ouvert à tout le temps? On est ouvert à tout le temps. Sauf pour les collections Web Only dont je vous ai parlé, où là, on a des collections, donc on vient vers vous, mais sinon, au fil de l'eau, on va dire, on est vraiment ouvert à tout le temps. Et même, on a envie d'être surpris, quel que soit le genre, que ce soit de la comédie, des films de genre, des films intimistes, etc. etc. Donc on est vraiment ouvert absolument à tout, et je pense que si vous regardez un peu Arte, vous voyez qu'il y a vraiment des choses très, très, très différentes. Donc, on ne cherche pas des sujets. C'est vrai que ces dernières années, on voit arriver beaucoup de projets à sujet, de films à sujet. Nous, ce n'est pas notre cam. On ne cherche pas des films à sujet. On cherche des personnes qui ont un point de vue sur un sujet. C'est ça qu'on recherche. Merci. Point de vue personnel, original, ça peut être sur le fond, sur la forme. Par exemple, en animation, évidemment, la forme est très importante. Donc, mais c'est vraiment ça qu'on recherche, l'originalité, même si le film est un peu à des fragilités. On préfère un film fragile avec un point de vue fort plutôt qu'un film rond ou carré, je ne sais pas si on dit rond ou carré, avec un point de vue pas très puissant sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question. Vous disiez qu'Arte ambitionne d'être aussi un diffuseur européen, ce qui est génial. Je me demandais pour ce qui est des coproducteurs, notamment pour les chaînes télé en diffusion, par exemple la RTBF ou RTL, comment est-ce que vous voyez la collaboration, notamment en diffusion, et est-ce que vous cherchez plutôt une exclusivité de diffusion par rapport au film? Voilà. Alors, nous, vous avez vu, les tarifs antennes sont très élevés. En France, que ce soit Canal+, France Télé et Arte, on a les tarifs les plus élevés du monde. Donc on a de la chance en France d'avoir des chaînes de télé qui s'engagent à des hauteurs de tarifs de court-métrage qui sont vraiment élevés. Donc évidemment, on prend des droits exclusifs. On fait en sorte avec nos collègues de France Télé et de Canal d'être complémentaires. Donc ce qui permet à plus de producteurs et de réalisateurs d'avoir son court-métrage diffusé sur une chaîne de télé. Donc évidemment, tout le monde prend des droits exclusifs. Pour ce qui concerne, par exemple, la Belgique, évidemment que nous, on va aussi prendre des droits exclusifs aussi sur la Belgique, à condition que, les exceptions, c'est, j'imagine, un projet a obtenu l'aide de Wallonie-Bruxelles. C'est sa première aide. C'est-à-dire que c'est un réalisateur belge, avec un producteur belge coproduit par la France, et qui a obtenu la première aide, qui est Wallonie-Bruxelles. Donc, il nous l'envoie, puisque ça compte. Donc, on souhaite s'engager dessus. Et il se trouve qu'entre-temps, la RTBF s'engage dessus. Donc, évidemment, on va faire en sorte de trouver une solution avec la RTBF. Donc, soit la RTBF, qui met beaucoup moins d'argent qu'Arte, accepte d'être en droit non exclusif, et nous, on enlève notre exclusivité sur la RTBF. Donc, c'est des choses où on peut s'arranger, mais ce sont des exceptions. Mais évidemment qu'on s'arrange, parce que l'idée, c'est que le film se fasse et qu'il soit bien diffusé. Donc, voilà, on travaille régulièrement avec la Belgique et on n'a pas de problème avec la Belgique. D'ailleurs, on est partenaire du Festival de Bruxelles et on se rend à Bruxelles et on rencontre aussi les homologues belges et on essaye toujours de trouver une solution. Mais vous comprenez bien que quand on a un tarif élevé et qu'on essaye de maintenir ce tarif élevé, malgré toutes les situations rocambolesques que l'on est en train de vivre avec le service public, parce que je vous rappelle qu'Arte est une chaîne publique, on ne peut pas ne pas avoir de droits exclusifs avec des tarifs élevés. Donc après, il y a des exceptions et on s'arrange à l'amiable avec nos collègues de la RTBF. Voilà. Thank you. Sorry for switching to English. So I just wanted to ask about the Arte ZDF and accepting non-French speaking films. Are they presented in a completely different platform, and
in what aspects it's different to the Arte that is French focused? No, it's one platform. It's confusing because my mail address is CDF, but all the films that I acquire or pre-buy or co-produce, they're all broadcasted on Arte and available on the Arte online platform. CDF has no policy in short films for, I don't know, perhaps 20, 25 years. So it's the confusion with my mail address, and it's the complication of Arte. Arte is a French-German channel, c'est compliqué. So you have Arte France, you have Arte Strasbourg, you have Arte Deutschland, you have Arte CDF, you have Arte ARD, MDR, bon, enfin, I can continue. So it's very complicated, but consider me as an Arte person. My heart beats for Arte, of course. Hi, I have a question. First of all, for the translation, I would have been really happy if that could have been translated all the time because I didn't understand anything. I have two questions. First is the one about the submission. Does it make a difference if it's an agency who's submitting it or if I submit it personally in terms of chances that it's seen? And the second one is I didn't understand the pre-purchasing short film. Does it mean the production of the short film? And if yes, what are the requirements for it? So Thank you. Yeah. So the first question was, if you, I'm alone on my little side on German, so I have no really colleagues helping me to. Bref. But anyway, you can of course submit a film. As I told you before, it will take probably more time than my French colleagues to answer you. But you can, you yourself as a person, send me a film. If it's a distributor or an agency that I know, it's perhaps even easier because you can imagine that I receive perhaps, I don't know, 10 to 15 films per year. Now that you send only a link, you know, everybody sends you a link. Hello, watch my film, it's the best. So, of course, how do you react to that? I can't, I must confess, should I confess it? I don't see everything. I don't watch everything. I don't watch all the films that I receive. It's humanly, as my colleague Hélène was saying, not possible. But, voilà, this is one question. The other answer to a pre-purchase, on the German side, we do pre-purchases less than Arte France, and we don't need any kind of specific funding, but we have less money. So you won't be able to co-produce a film only with the Arte pre-buy. The Arte CDF pre-buy, if you see what I mean. So because I didn't speak about money, but the money I can put in films on the German side is less than the one my Arte France colleagues can put in. You have to think lower. Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais savoir si la politique Web First qui est appliquée maintenant au documentaire sur Arte va être appliquée aussi au court-métrage et s'il va y avoir des conséquences sur les préachats, les montants, le nombre de films. Voilà, Web First. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui va impacter le court-métrage? Parce que vous avez beaucoup parlé de linéaire dans cette présentation. Pour l'instant, le Web First, on ne voit pas trop l'intérêt au niveau du court-métrage. Je regarde mes collègues, voir si... on n'a pas vu vraiment l'intérêt, étant donné qu'on a des droits numériques qui sont quand même assez longs. Le court-métrage, c'est pas comme des documentaires qui sortent en salle ou des longs-métrages qui sortent en salle. Donc, un Web First, quel serait vraiment l'intérêt ? Étant donné que les courts-métrages restent en ligne. Donc, nous, on ne s'est pas tellement posé la question de cette histoire de Web First, qui concerne beaucoup plus les sorties salles ou les... En court-métrage, on n'est pas là-dedans. Donc nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir des droits numériques qui soient suffisamment longs pour que les films soient vus, puisque votre génération et les générations qui vont venir ne regarderont pas la télé. Vous ne regardez pas la télé. Donc on est obligé de penser en droit numérique.
Mais par contre, le challenge qui se pose aujourd'hui, c'est de conserver les tarifs de l'antenne tout en... C'est là où je voulais en venir. Mais oui, mais c'est notre bataille. Parce que la case, enfin voilà, le linéaire... C'est notre bataille, c'est notre bataille. Et pour l'instant, il n'y a pas de remise en question de ça. Donc on sait que Court-Circuit est diffusé maintenant le jeudi à minuit. Donc c'est pas la moyenne d'âge. Vous savez quelle est la moyenne d'âge d'Arte? C'est 66 ans à l'antenne. Donc évidemment que les jeunes générations, ils regardent pas l'antenne. Donc nous, on sait que les jeunes générations vont regarder arte.tv ou YouTube. Donc on maintient les tarifs antenne tout en sachant que notre futur public, et le public même actuel, c'est un public du numérique. Mais comptez sur nous, on va se battre pour maintenir ces tarifs-là. Très bien, mais vous allez, du coup, enfin, je vais plus loin, comme les cases vont... Voilà. Les cases, ça implique un nombre de courts-métrages, puisqu'il y a un nombre de semaines et un horaire. Voilà. C'était plus pour savoir si à l'avenir... Oui, mais vous savez, c'est pas tellement les cases. En ayant des personnes en plus, pour vous aider. C'est pas tellement les cases, c'est le budget. Oui, ben oui. C'est pas parce que vous êtes pas assez nombreux, c'est parce que vous n'avez pas assez d'argent pour avoir quelqu'un d'autre. On n'a pas... non, c'est pas que ça, hein, parce que je vous assure que gérer 1300 projets, 1350 projets l'année dernière, plus les 200 films qui nous sont arrivés des écoles parce qu'on avait le concours école... C'est ce que je vous dis, une personne de plus, ça serait bien dans votre équipe. Oui, mais une personne de plus, vous savez quel est l'état de la télé française? Je sais exactement quel est l'état de la télé française, merci. Donc vous voyez que le service court-métrage, c'est une goutte d'eau dans une chaîne comme Arte ou comme France Télévisions ou comme Canal. On est tous logés à la même enseigne. Donc on fait en sorte de maintenir une case de court-métrage, de maintenir des tarifs qui sont élevés, de faire en sorte de répondre à tout le monde. C'est déjà assez exceptionnel. Mais je ne fais aucun reproche. J'ambitionne de penser que cette jeunesse qui regarde les plateformes YouTube s'intéresse aussi beaucoup au court-métrage et que peut-être qu'il y aura plus de gens et que ça serait intéressant aussi pour les plateformes. C'est pour ça qu'on a fait en sorte de prendre des droits YouTube, ce qui n'est pas facile par rapport aux producteurs, parce qu'il y a beaucoup de producteurs et de productrices qui sont réticents par rapport aux droits YouTube, qui ont peur par rapport au festival, qui ont peur que le film soit piraté, etc., etc. Donc on a commencé à prendre des droits YouTube qui sont des droits de 60 jours, beaucoup moins qu'Arte.tv. Et déjà, c'est pas simple pour les producteurs de céder des droits YouTube. Mais évidemment qu'on sait que, par exemple, il y a un très gros travail qui est fait sur les réseaux sociaux autour du court-métrage et on les remercie. Et donc, évidemment, quand les jeunes personnes, les jeunes gens voient les réseaux sociaux, leur réflexe, c'est d'aller vers YouTube et pas du tout d'aller sur Arte.tv. Donc, évidemment, on a pensé à ça. Donc, c'est pour ça qu'on a développé YouTube Cinéma, YouTube Court Toujours, Arte.tv, et qu'on essaye d'être multiplateforme pour faire en sorte de toucher tous les publics. Parce que nos vieux de l'antenne, ils sont quand même toujours là. On avait, je crois, 90 000 de moyenne à minuit. Donc, on ne va pas abandonner nos vieux de l'antenne, mais on va essayer de toucher les différents publics, là où ils se trouvent, en faisant en sorte d'être un peu partout, quoi. Merci. C'est l'heure, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Dernière question, allez. Bonjour, merci beaucoup pour tout ça, vous êtes vraiment super. Moi, j'adore Arte, vive Arte. J'avais juste une question par rapport au court-métrage. Est-ce que les programmes courts, donc les séries de 3 minutes environ, c'est la même enseigne ou c'est complètement différent? Alors, on va rouvrir le débat. Je m'occupe au sein du cinéma, je m'occupe des programmes courts humoristiques pour l'antenne, uniquement. C'est-à-dire, par exemple, Tu mourras moins bête, Select and the City, 50 nuances de grec, Amusez-vous, amusez-moi, etc., etc. Uniquement des séries de courts-métrages de 3 minutes maximum destinées à l'antenne et le numérique. Tout le reste, toutes les autres séries, c'est Arte numérique. C'est, comment ça s'appelle, création numérique.
Voilà, quand vous allez sur Arte Projet, ça s'appelle création numérique. Et là, il y a un service consacré à tout ce qui est séries numériques, que ce soit des séries de documentaires, des séries de fiction, des séries d'animation. Donc là, c'est un service à part. C'est bon ? Voilà. Merci. J'ai répondu. Et ils font une présentation, d'ailleurs, je crois, jeudi, il me semble. Donc, pas oui, hésiter. si vous avez des questions pour création numérique, il faut une présentation. Merci à tous.
What does a producer do exactly? Sit there and judge the shooting?
On va y aller. Bonjour toutes et tous. Merci. Oui, 2 secondes juste pour un petit dernier banc pour Arthur. Non, je vous en prie. Oui, alors j'ai le plaisir de vous présenter des productrices et des producteurs du syndicat de la production indépendante. Alors je me présente, donc Eduardo Sousa Soria, je suis producteur chez La Féline et également président du collège court-métrage du syndicat. Alors, qui connaît plus ou moins le syndicat de la production indépendante? Levez la main. D'accord. Qui connaît pas du tout? Qui débarque? Qui n'en a jamais entendu parler? Très bien. Ok. Et ben, c'est très bien parce que le but, c'est d'être vraiment dans une pédagogie. Vous allez voir, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait en tant que producteur, productrice. Ça va être ça l'objet indépendant. Ça va être ça l'objet de ce forum. Et donc, juste pour vous situer dans quel cadre ça se fait, donc, nous sommes accueillis par le festival de Clermont-Ferrand en tant que syndicat de la production indépendante. Donc, c'est un syndicat unitaire, c'est-à-dire qu'on couvre vraiment tout le spectre de la création. Et c'est par ailleurs le seul syndicat en France qui défend les intérêts du court-métrage. Voilà, donc je veux pas trop être trop long, je veux peut-être vous laisser vous présenter brièvement et nous allons pouvoir attaquer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, l'idée c'est pas de faire une masterclass, mais vraiment d'être dans un échange. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à mes camarades. Bonjour à tous, moi je m'appelle Arthur, j'ai une société qui s'appelle Top Shot Film, avec laquelle on a produit pas mal de courts-métrages et maintenant des longs-métrages. Et je suis élu au bureau du court-métrage du SPI. Bonjour, moi je m'appelle Valentine. Alors moi je ne suis pas du tout productrice, mais je suis déléguée du SPI par intérim. Je remplace la personne qui s'en occupe normalement pour à la fois le court-métrage et l'animation. Donc en fait, je suis salariée du syndicat et je m'occupe d'aider les producteurs à défendre leurs intérêts auprès notamment des pouvoirs publics, des autres organisations professionnelles. Voilà. Bonjour, je m'appelle Laurine Pellassi et ma société de production s'appelle Les Films de la Capitaine. Et j'ai également produit pas mal de courts-métrages. Et cette année, les premiers longs-métrages que j'ai produits vont sortir en salle. Bonjour, je m'appelle Anne Bergeon, je suis productrice au sein de ma société Mondina Film. J'ai produit des courts-métrages et des longs-métrages en développement et je suis aussi élue au bureau court-métrage du SPI depuis 2 ans. Bonjour, moi je suis Camille Chandelier de la société La Petite Prône. J'ai produit pas mal de courts-métrages aussi, principalement en prise de vue réelle, mais aussi un petit peu en animation. Et j'ai produit un premier long-métrage qui est sorti en fin d'année 2024, pardon. Voilà. Et comme tout le monde ici, je suis aussi élue au bureau court-métrage du SPI. Bonjour, je m'appelle Astrid Chonazavakian. Ma société s'appelle Pasma Film. Je suis basée en région Normandie. Je suis également au bureau court-métrage du SPI, élue, et je produis du court fiction et documentaire et du long-métrage documentaire. Alors du coup, je vais vous dire un petit mot sur le SPI en tant que syndicat. Donc, comme Eduardo l'a dit, c'est le seul syndicat qui représente les intérêts des producteurs, vraiment, quel que soit le genre ou le format. Donc, il y a 4 collèges. Un collège audiovisuel, donc, qui regroupe à la fois la fiction et le documentaire. Un collège animation, où là, c'est à la fois des formats, de l'audiovisuel et du cinéma, donc à la fois des séries et des longs métrages d'animation. Court-métrage, tous les genres sont représentés, fiction, documentaire, animation. Et long-métrage, donc long-métrage, cinéma. Donc, ces 4 collèges, ça représente 570 sociétés adhérentes, ce qui est quand même extrêmement conséquent. Et il y en a 145 qui sont adhérentes du collège court-métrage. Et donc, c'est un bel exemple de démocratie participative, puisque ces 145 personnes élisent 10 personnes qui sont donc membres du bureau et qui donc les représentent et discutent plus régulièrement des points qui nous occupent. Et contrairement parfois à l'image qu'on peut avoir un peu du métier de
producteurs comme étant extrêmement parisiens. Eh ben, il y a 25% des sociétés adhérentes du SPI qui sont implantées en région. Voilà. Et donc vous avez à côté la liste des membres du bureau, dont plusieurs sont autour de moi. Voilà. Et donc on a juste fait un petit focus sur la présence des producteurs et des productrices du SPI à Clermont cette année. Donc, on est très très fiers parce que donc, dans tous les films coproduits par nos adhérents, il y en a 34 cette année qui sont en compétition nationale, 7 en compétition internationale et 3 films à la compétition Labo. Donc ça montre vraiment à la fois la vivacité de production et aussi le talent de nos adhérents et nos adhérentes. Comme on vous a dit, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre notre présentation. Donc voilà, on vous a mis un peu la liste. Alors je ne vais pas tous vous les citer, mais pour que vous voyez vraiment la diversité des films produits qui sont visibles cette année. Et alors oui, le point aussi que je voulais rajouter, c'est que dans les adhérents du collège court-métrage du SPI, il y a aussi, comme certains ont pu vous le dire ici, des producteurs qui font déjà du long-métrage ou qui ont des longs-métrages en développement. Donc ça permet aussi de faire un peu une passerelle, disons, entre les producteurs qui commencent souvent par du court-métrage et qui ensuite évoluent vers du long. Voilà. Donc ça fait beaucoup de slides parce qu'il y a beaucoup de films en compétition. Voilà. Ah oui, et là on lance le... Ouais. What does a producer do exactly? Sit there and judge the shooting? Actually, he or she is the one who gets everything started. She oversees every decision that leads to the end result and often relies on a whole team for assistance. First, she looks for an idea. It comes from a book acquisition, a brainstorm session, or a proposal from an author, real-life events, you name it. She does research, using marketing tools and intuition to find out what the audience is interested in. Together with a main writer or showrunner, she develops the idea into a story. They define the point of view, genre, style, and more, even considering locations and costumes already. This development process requires a lot of resources. Because not all projects make it into production, it's a big risk to take. While more people join the team, like the director, production designer, director of photography, the producer works on financing, talking to broadcasters, VOD platforms, distributors, co-producers, and even public funding institutions. To make sure that she can deliver what she promised to every partner of the project, she actively takes part in every creative decision the team makes. Casting, set designs, makeup style. The producer also oversees the budget and production schedule and handles responsibilities typical for a managing director or CEO, like closing contracts, approving invoices, or monitoring the rights of the staff, even making sure that the shooting is environmentally friendly. Once the shooting starts, it's up to the director to execute the decisions that were made, because now the producer is mostly busy with marketing, public relations, and balancing the cash flow, and she's working on her next project. A producer must always have multiple projects running. That way, one successful project helps cover the costs of others that never make it past development. During editing and post-production, many decisions can influence the final result. The way scenes are interpreted for the story, the soundtrack and sound design, the visual mood. So the producer keeps a close eye and makes sure everything is as promised to the project partners. When the production is finished, it goes to distributors, broadcasters, VOD platforms and more, while the producer oversees possible festival releases, promotes it internationally, and eagerly reads audience reports. Wow, what a ride! Time for a well-deserved break. Seems like it won't be a long one though, so remember this next time you meet a producer. They are the true entrepreneurs of the audiovisual industry.
Oui, alors pardon, j'avais pas eu le temps d'introduire, mais comme vous avez pu le voir, c'est un petit film qui a été fait pour la CEPI. Alors, la CEPI, c'est un regroupement d'organisations, de producteurs indépendants de toute l'Europe. Et donc voilà, c'était pour expliquer de façon pédagogique ce que c'est que le cycle de fabrication d'un film et donc quel est le métier du producteur ou de la productrice. Oui, donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on vous présente un petit peu ce qu'est ce métier de producteur et de productrice. Et donc, moi, je vais commencer par me baser sur la définition formelle, juridique du métier. Comme vous l'avez vu un petit peu dans la vidéo, ça a déjà été un peu expliqué, mais pour les non-anglophones parmi vous, on va repréciser ça. Donc, en fait, souvent, ce que les gens connaissent du métier de producteur ou productrice, c'est vraiment la partie juridique financière. Ça, on l'imagine souvent bien. On sait que les producteurs et les productrices doivent chercher les financements, parce qu'il y a une idée reçue aussi qui veut que les producteurs et productrices soient des gens très, très riches, qui financent eux-mêmes les films avec leurs propres moyens. Ça, c'est très très peu vrai. Donc en fait, le producteur et la productrice, je ne reviens pas en détail parce que mes collègues détailleront vraiment nos missions un peu au quotidien, mais donc cherchent les financements. Donc ça, c'est la responsabilité financière. On est responsable vis-à-vis des gens qui financent le film, des structures qui financent le film, de leur rendre un film et qui corresponde a priori à celui qu'ils ont financé. Il y a aussi donc la responsabilité technique. Ça aussi, c'est assez facile de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on doit trouver les moyens techniques pour répondre à l'ambition artistique des cinéastes. Souvent, nous, on se rend compte quand on travaille notamment avec des jeunes réalisateurs ou réalisatrices, notamment ceux qui viennent de l'autoproduction, par exemple, qu'une des responsabilités qui nous incombe aussi et qui est la moins peut-être comprise, c'est la responsabilité artistique. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire un peu de pédagogie quand c'est nécessaire autour de ça. Parce que, alors, à la différence aux États-Unis, où, comme vous le savez peut-être, le copyright, c'est vraiment exclusivement le producteur. Donc, c'est-à-dire, en gros, le producteur a le final cut, décide un peu de toutes les décisions artistiques et a le dernier mot sur tout. En France, c'est vraiment conjoint entre cinéastes et producteurs-productrices. Donc, on a quand même un vrai impact artistique et je pense on se rejoint toutes et tous ici pour défendre cette vision-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas que des partenaires financiers, juridiques, organisationnels, mais aussi on a un apport artistique à faire sur les œuvres. C'est pour ça que c'est très important. Je ne sais pas si vous êtes plutôt sur des profils auteurs ou peut-être jeunes producteurs, mais en tout cas, si vous êtes du côté des auteurs, c'est important de comprendre cette dimension-là dans le métier de producteur-productrice pour bien choisir en fait votre futur producteur ou productrice qui soit sur la même longueur d'onde artistique que vous et qui comprenne artistiquement votre projet. Ça, c'est très important. Et donc, là, vous voyez, comme c'est écrit sur la slide, on signe un contrat de cession de droits d'auteur et d'autrice. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une prod signe avec un réal, en gros, le producteur et la productrice devient propriétaire des droits du film. Donc, c'est-à-dire qu'on a décision sur comment on va exploiter le film, etc. Mais bien sûr, ça ne dépossède pas les auteurs et les autrices de leur droit moral sur l'œuvre. C'est-à-dire que si un producteur voulait utiliser votre film pour l'exploiter dans un contexte qui ne vous va pas du tout, je sais pas, je dis n'importe quoi, un festival suprémaciste ou quelque chose comme ça, évidemment, vous pouvez vous y opposer. Mais par contre, vous avez quand même cédé vos droits qu'on appelle le droit matériel à un producteur et une productrice. Donc, par exemple, ça devient l'interlocuteur privilégié du distributeur, ou si c'est par exemple sur un long métrage ou même sur un court métrage quand il y a des distributeurs. Enfin, vous voyez. Donc ça, c'est important de saisir cette notion-là aussi. Et d'ailleurs, quand on signe un contrat de cession de droit d'auteur, il y a plein de clauses en fait qui définissent comment on va collaborer prod et réal ensemble. Et toutes les décisions relatives au film et notamment les décisions artistiques, donc comme on le disait dans la petite vidéo, les choix de casting, les choix des collaborateurs artistiques principaux, ça peut être compositeur, compositrice, les chefs-op, etc., doivent se faire conjointement, donc tout comme le final cut. Alors, comment on devient producteur ? Ce qui est assez réjouissant, c'est qu'il y a plein de chemins différents qui peuvent mener à ce métier. Parce que je pense que c'est un métier... En fait, on devient producteur en faisant. Ce qui fait que vous avez des profils assez variés de producteurs. Vous pouvez soit, de façon plus classique, faire une école de cinéma, être dans un cursus production, ou faire un master en production, mais vous pouvez aussi, par exemple, faire des études d'ingénieur, des études littéraires, de commerce.
Par exemple, dans mon cas personnel, moi j'ai fait des études littéraires et ensuite une école de commerce, mais je pense qu'ici on a, je sais pas si on a des profils variés. Et donc c'est assez, voilà, il y a vraiment pas de, enfin il faut, comment dire, vous pouvez venir de très loin, d'un autre secteur, et en fait c'est complètement possible de devenir producteur. Les qualités, je pense qu'il en faut beaucoup. Moi, j'ai celle que j'ai en tête, peut-être, je dirais tout d'abord l'endurance, parce qu'évidemment, produire un film, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut être endurant enfin, gérer comment dire, le temps qu'il faut pour faire un film. Il faut également, je pense, être persévérant, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, d'autant plus aujourd'hui. Donc il ne faut jamais lâcher, croire à 300% à ses projets. Il faut aussi avoir envie, comment dire, d'être d'une certaine façon, comment dire, la personne qui accompagne le désir d'un réalisateur. Donc il faut aussi aimer être dans cette position d'accompagnant. Je dirais également que je pense qu'il faut aussi savoir prendre des risques. C'est quand même extrêmement important. Alors évidemment, ça ne veut pas dire prendre n'importe quel risque, mais il faut savoir prendre des risques mesurés, puisqu'un producteur, c'est quelqu'un qui, un peu comme un entrepreneur, voilà, qui va des fois miser sans savoir si ça va marcher ou pas. Donc je pense que la notion de risque mesuré, elle est importante. Je ne sais pas si vous avez d'autres... être optimiste. Parce que c'est vrai que, comment dire, vous pouvez, dans le développement d'un projet... avoir beaucoup de réponses négatives, et puis en fait il faut persévérer, attendre, et puis il y a une bonne nouvelle et le film va se faire. Et donc voilà, il faut toujours, je pense, être toujours motivé, optimiste, quand peut-être des fois l'auteur, le réalisateur perd un peu espoir. Il faut jamais lâcher. Et enfin, comment vivre de son métier? Je pense que c'est comme, soit vous êtes en fait producteur dans une société, et dans ces cas-là, vous êtes comme n'importe quel métier, vous êtes, je sais pas, en CDD ou CDI, ou en tout cas, voilà, vous êtes relié à une structure. Et en revanche, donc, soit vous avez votre propre structure, et dans ces cas-là, c'est comme n'importe quel entrepreneur dans n'importe quel secteur. C'est évidemment très difficile. En général, au début, vous avez peut-être la chance d'avoir le chômage. Donc, du coup, vous avez cette période de transition difficile, mais auquel fait face n'importe quel entrepreneur. Donc, avant que la société fonctionne et que vous puissiez vous rémunérer, vous êtes dans cet entre-deux difficile. Et après, quand on arrive à passer cette étape, je pense que quand on est producteur indépendant, ça reste quand même globalement pas évident, mais je pense qu'on peut quand même arriver à en vivre. En revanche, je pense que quand on fait du cinéma d'auteur indépendant, on n'est pas forcément uniquement animé par des questions financières. Je pense que c'est un tout, mais on a surtout, sans être dans le cliché, voilà, quand même beaucoup de passion pour ce métier. Je pense que c'est ce qui prime pour continuer à produire et tenir, même si c'est dur de voir. C'est pas forcément évident de ce côté-là. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Non, mais est-ce que dans la salle, il y a des questions déjà? Parce que c'est quand même une question qui peut être tabou, en fait. Comment vit un producteur, une productrice? Est-ce que si je ne suis pas héritier, est-ce que c'est quelque chose que je peux envisager un jour? Oui. Bonjour, merci d'être là. Quand vous recevez des scénarios, parce que vous devez en recevoir plein, je suppose, comment vous procédez en fait pour partager du temps sur tel ou tel scénario? Qu'est-ce que vous attendez réellement de l'avancée du scénario par un auteur-réalisateur qui vous envoie ça dans toute son ambition qui soit? Oui, alors ça, on va peut-être en reparler un tout petit peu, mais pour répondre un peu rapidement, c'est vrai que moi, je peux répondre peut-être plutôt pour moi, mais on marche en tant que producteur, c'est beaucoup au coup de cœur, c'est beaucoup sur l'histoire qui est racontée. On parle aussi de cinéma, donc c'est aussi l'univers qui se déploie. Et puis, il y a aussi tout le côté humain de la rencontre entre le producteur
et l'auteur qui est très importante, parce que quand on décide de produire un film, ça veut dire qu'on va passer, je ne sais pas, 3 ans minimum avec un auteur-réalisateur. Donc il faut qu'il y ait une vraie belle rencontre, une vraie vision commune du film. Et parce qu'en fait, c'est un long chemin, le développement, le financement. Donc voilà, il y a vraiment un ensemble de choses. Voilà, c'est vraiment une rencontre. Et après, ce qu'on attend d'un projet lorsqu'on le reçoit, ça dépend un peu. C'est très relatif. C'est vrai que quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, je pense qu'on aime bien recevoir un scénario déjà bien écrit. Après, si c'est un réalisateur dont on a déjà vu les films ou qu'on connaît, on pourra plus facilement se projeter, même si le scénario n'est pas déjà écrit. Voilà, ça dépend aussi de où vous en êtes dans votre carrière de cinéaste. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, je dirais, en réalité. Non, moi, je veux bien juste apporter une précision. Je pense que ça dépend. Enfin, c'est pour accentuer le truc sur où est-ce que vous en êtes de votre carrière. Je pense que c'est très important. C'est-à-dire que, en fait, quand on commence à produire, on est à la recherche de projets parce que, voilà, on a besoin de développer de l'activité, d'avoir des films et d'en financer, d'en fabriquer et tout. Et donc, on est très en recherche de contact avec des jeunes talents. C'est moins vrai quand la boîte se met à avancer, en fait, à se mettre à tourner, à devenir plus désirable au sein de l'industrie. Parce que, en fait, la réalité à ce moment-là, c'est que souvent, tu as accès à des réalisatrices et des réalisateurs plus expérimentés, que parfois même tu vas démarcher parce que tu as vu un court-métrage qui t'a plu et du coup, tu leur dis que tu aimes leur travail et que si un jour ils cherchent un prod, tu aimerais bien qu'ils toquent à ta porte. Et donc, du coup, je dis ça parce que, en fait, parfois, les jeunes auteurs et les jeunes autrices contactent des boîtes qui sont très, très en place dans l'industrie du court-métrage. Et souvent, en fait, les projets ne sont pas lus simplement parce qu'en fait, il n'y a pas les capacités humaines de lire tout ce qu'on reçoit, quoi. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de notre société. À l'heure actuelle, je pense qu'on doit recevoir entre 5 et 10 projets de court-métrage par jour. Donc on ne peut pas les lire, c'est impossible, et on n'a pas la capacité humaine de lire. Et donc la réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on lit, c'est soit parce qu'en fait, il y a des recommandations de gens qu'on connaît et du coup qu'on estime, et ça fait une sorte de premier filtre, soit parce qu'en fait on a déjà de l'intérêt pour le travail de la personne d'une manière ou d'une autre. Et donc du coup, c'est pas pour vous décourager d'aller vers certaines structures ou trucs comme ça, mais quand même c'est important de l'avoir en tête pour pas vous dire ah ouais on me répond pas, mais du coup c'est parce que je sais pas quoi, les gens me respectent pas ou quoi. C'est parce qu'en fait parfois juste il n'y a pas la capacité genre de vraiment lire. Après nous on essaie de répondre, mais souvent en disant qu'on n'a pas le temps, etc. et tout, mais en étant poli quoi. Mais voilà, mais c'est vrai que ça c'est pas simple. Et après, je dirais quand même un truc, c'est que c'est très important si vous avez même réalisé des petites choses, des films par exemple que vous avez fait dans le cadre parfois de festivals où il y a des films qui se fabriquent en 24 heures ou des choses comme ça. En tout cas, si vous pouvez montrer quelque chose de visuel qui va donner, le sentiment à la personne qui va ensuite lire votre scénario que vous avez un regard un peu singulier en tant que cinéaste, ça je trouve que c'est un énorme plus parce que on cherche pas, en court-métrage, on cherche pas du tout juste des bonnes histoires et des bons pitchs. Ça fait pas des bons films nécessairement. On cherche avant tout des gens qui ont un regard, quoi. Voilà. Merci. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Arthur sur notamment la question des auteurs et des autrices qui voudraient faire produire leur premier film produit. Donc, on peut-être fait déjà des choses en autoprod et voilà. Je rejoins tout ce que tu as dit. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un vrai enjeu dans le ciblage des sociétés. Et après, comme disait Arthur, il vaut peut-être mieux, en fait, quand on est un peu junior en tant qu'auteur, se dire je vais cibler une société un peu junior aussi, on va grandir ensemble, super. Mais du coup, c'est souvent difficile pour des auteurs un peu juniors de différencier parmi les boîtes récentes sur lesquelles il vaut mieux miser ou pas, etc. Et en fait, moi, je pense qu'une bonne façon de cibler cette typologie de société-là, c'est de regarder, par exemple, une société qui a ne serait-ce qu'un film qui s'est financé et qui s'est diffusé de manière professionnelle. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait ça sur 36 films. Si déjà vous voyez que tel ou tel producteur ou productrice a pu bien accompagner à la fois en financement et en diffusion un seul film, c'est déjà une preuve du sérieux de cette société et de ces producteurs et productrices-là. Et je pense notamment à Clermont, mais dans plein d'autres festivals, il y a beaucoup d'initiatives de speed dating, speed matching et tout ça. Et en fait, exactement pour les mêmes raisons, les boîtes un peu plus installées n'ont pas forcément le temps toujours de participer à ce genre d'initiative. C'est pas du snobisme, c'est juste vraiment une question de temps. Alors que des boîtes juniors mais sérieuses
sérieuses et qui sont vraiment dans une volonté d'accompagner sérieusement l'écriture, les auteurs, etc., vont y participer. Donc ça peut être aussi une bonne façon de cibler. Soit vous êtes dans ces festivals, c'est super, vous pouvez les rencontrer, soit vous n'y êtes pas parce qu'on ne peut pas toujours se déplacer partout, mais vous avez souvent la liste des prods qui étaient présentes, etc. Et ça peut être une bonne façon aussi de faire un pré-ciblage. Voilà. Bonjour. Ici. Je reviens sur la thématique de comment vivre de son métier dans les débuts. En fait, j'ai une question, voire une deuxième question, mais dans le même genre, c'est-à-dire sous quelle forme le producteur ou la productrice peut se payer? Est-ce que c'est sous forme d'intermittence du spectacle ou c'est sous une autre forme de salaire? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Comment on se paye en fait comme producteur. Et deuxième question qui est liée à celle-ci, c'est quand on est une productrice comme moi par exemple, je suis à la fois réalisatrice, je produis aussi mes films et d'autres projets. Est-ce que du coup ça complexifie cette question de se payer? Est-ce qu'on peut se prétendre producteur de son propre film ou est-ce qu'on devrait plutôt être produit par quelqu'un d'autre au sein de notre propre structure auprès des diffuseurs, je sais pas quoi, des financeurs? Voilà, c'est un peu une question comme ça. Alors, par rapport déjà à la dernière question, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles sur... vous pouvez être productrice de votre propre film. Je ne pense pas que ce soit un problème. Je veux dire, en tout cas, en termes légal, etc. Après, je pense que c'est bien, quand même d'être accompagné par quelqu'un qui ne soit pas vous-même, Mais en termes de légal ou de relations institutionnelles, je pense qu'il n'y a pas de souci. Par rapport à la rémunération, soit vous pouvez, comme tout chef d'entreprise, vous salarier avec, selon le statut de votre société aussi, le statut juridique de la société. C'est pas possible de se rémunérer en intermittence. Ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Après, ce qui est possible, c'est de faire des missions en parallèle pour d'autres sociétés, de manière à être intermittent en faisant des missions à droite et à gauche selon vos compétences. Et de manière générale, je pense qu'on fait tous un peu d'autres choses à côté, des cours, des formations, des choses variées. Voilà. Je complète parce que je suis clairement dans ce cas-là, donc je suis réalisateur à la base, mais je produis aussi, et j'ai deux métiers que j'adore. Je produis donc, mais en tout cas les courts-métrages que j'ai faits, je les ai produits aussi, mais je n'ai jamais travaillé seul. Et ça c'est hyper important parce qu'il m'arrivait le plus souvent de trouver l'argent seul, mais jamais je ne développais seul. Et surtout, au moment de la fabrication, il ne fallait pas que je regarde le budget. Donc, je fais un truc qui est un peu étrange, ça se fait pas beaucoup en France, mais en fait, j'embauche des productrices. Jusqu'à présent, ça a été des productrices. Je dis, voilà, tu as le budget. Et en fait, il me faut des contre-pouvoirs. Et voilà, et là, je viens de finir un film où j'ai carrément appelé une productrice en lui disant je ne saurais même pas le financer tout seul, et donc j'ai besoin d'être accompagné, faisant une coproduction dès le démarrage. Donc voilà, je cherche des gens pas tant pour me financer, parce que je sais faire, mais surtout pour avoir un regard artistique. Et ça rejoint ce qu'on se disait. On est avant tout des garants artistiques en tant que producteur, productrice. Et sur la rémunération, pour compléter, il y a aussi deux autres manières quand même de se rémunérer entre guillemets un peu via sa société, c'est de se faire des notes de frais. C'est-à-dire, dès que tu dépenses de l'argent pour tes déplacements professionnels, machin et tout, de pas les payer. Donc ça, c'est pas de la rémunération, mais quand même c'est de la rémunération indirecte d'une certaine façon. Et puis il y a quand même possibilité de faire rentrer dans ses frais un certain nombre de choses. J'ai n'importe quoi, mais des abonnements à Netflix, à Canal, ou trucs comme ça, parce que c'est de la recherche et développement si on est extensif sur la définition du truc. Et il y a aussi la possibilité de se verser des dividendes. Alors avec une difficulté, c'est que c'est pas mal chargé, parce que du coup, il faut payer une flat tax dessus de 30%. Mais c'est une possibilité, disons, dans le sens où c'est vrai que c'est pas simple de forcément se déclarer en CDI, et en particulier quand on débute, c'est presque impossible, sauf à avoir soit de l'argent investi directement dans la boîte, soit des investisseurs. Mais c'est vrai que les dividendes, ça peut être une manière de faire du complément de salaire
si à côté on fait un peu des choses, parce qu'en fait on a tous commencé comme ça, hein, en étant lecteur dans des Sofica, en faisant des formations, des choses comme ça, en étant technicien du cinéma, directeur de production, assistant de production, régisseur, etc. etc. Donc souvent c'est un peu un mélange de pas mal de choses, quoi. Alors peut-être une dernière question. Ah, deux questions. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport, toujours comment vivre de son métier, mais sur la durabilité. Parce que ça fait 3 ans que j'ai ma boîte de prod, par exemple. On a produit surtout en post-production. Enfin, on est arrivé très tard pour les projets qu'on a actuellement. Et cette année, on aimerait produire notre premier court-métrage. Et je voulais savoir si on pouvait vivre bientôt de notre métier. Moi, ce que je peux dire, c'est que le truc de démarrer par des films qui sont en post-prod, c'est-à-dire que vous prenez tardivement et tout, c'est bien pour se faire un peu de catalogue et pour exister au départ. Mais par contre, c'est des phases sur lesquelles il y a très peu de financement. Donc, je pense que si vous commencez, à mon avis, il faut essayer de développer, surtout si tu as l'air de dire que vous êtes plusieurs, peut-être prod dans la boîte. Alors, on est 3, mais je suis la seule productrice. Ah, d'accord. Du coup, je pense que c'est quand même bien de commencer dès que possible à développer aussi des projets, parce que tu auras plus de facilité à trouver du financement que simplement en phase de post-prod, parce qu'il y a très peu d'aide. Et d'en développer plusieurs en parallèle, parce que c'est quand même très incertain. Donc, pour être sûr d'en avoir qui vont se faire de manière financée, il faut en avoir plusieurs. Okay. Et par ailleurs, la règle d'or, qui n'est pas facile au début, parce qu'au début, on a envie de se faire du catalogue. Et si on n'a que 30 000 € pour faire un film qu'on avait budgété à 50 000, on a tendance à se dire ouais, on le fait quand même et tout. Très bien. Mais au début, il faut quand même... Enfin, peut-être qu'on pourra me contredire, mais il faut quand même vous prendre un petit peu de frais généraux au moins. Si vous arrivez à vous débrouiller pour vivre par ailleurs avec tous les stratagèmes qu'on a évoqués. Mais il faut en fait qu'il y ait un peu d'argent qui rentre dans votre boîte, sinon vous ne serez jamais en capacité, ne serait-ce que d'investir un tout petit peu d'argent sur des prochains films, etc. C'est-à-dire que, en fait, si vous pouvez faire le film avec 30 000, parce que tu te dis, bon, on le fait avec 30 000, en fait, tu peux le faire peut-être avec 28, genre, fais les bons arbitrages et mets 2000 dans la société aussi pour quand même commencer à être une vraie société avec vraiment une petite capacité d'injecter un peu d'argent de temps en temps. Okay, merci. Bonsoir. Moi, c'était par rapport au 3e point aussi, comment vivre de son métier dans les débuts. J'ai appris que quand on avait des subventions, ce qui est déjà très compliqué d'avoir, la subvention, on ne l'a pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on est obligé d'engager ses frais à la société pour faire le film. Du coup, comment on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on fait un crédit? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour ne pas se mettre en danger, en fait? Alors c'est en effet un très gros sujet, je pense pour tous les prods indépendants, surtout quand on débute et qu'on a encore une trésorerie assez réduite. Donc déjà la première chose, c'est d'essayer d'avoir, et notamment ça passe par ce que Camille disait à l'instant, enfin d'essayer de petit à petit, avec les marges qu'on fait sur les films, etc., enfin de se constituer un peu plus de trésorerie pour être un peu plus à l'aise là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet parce qu'en fait, en effet, les subventions, alors ça dépend aussi, chaque subvention, chaque région, etc., a son propre système, mais c'est vrai que souvent on touche que 50 à peut-être 80% de l'aide avant et le solde après. Les télés, c'est pareil, c'est plusieurs mois après le tournage parce qu'on facture et ils payent 2 mois après, etc. Donc il y a plusieurs choses. C'est soit déjà vous avez plusieurs films en production et vous pouvez, les films s'alternent mais il faut faire très attention en termes de gestion de trésorerie à ne pas dépenser de l'argent que vous n'allez pas avoir. Et après, sur les crédits, c'est très compliqué quand on débute aussi. Parce qu'on n'a pas forcément accès aux banques spécialisées cinéma et votre banque de quartier. Enfin, moi, j'ai essayé quand je suis allée les voir et je leur ai dit j'ai besoin d'un crédit parce que j'ai une subvention de telle région, etc. Ça marche pas. Enfin, ils sont pas du tout, ils connaissent rien à ça et ça leur parle pas du tout. Donc après, il y a des organismes de crédit spécialisés cinéma. C'est pas du tout le court-métrage, c'est pas du tout leur cœur de cible, mais ça peut arriver que
voilà, qu'ils aient envie d'accompagner une jeune boîte dans laquelle ils voient un client futur potentiel. Et moi, ça m'est arrivé sur un moment où j'avais plusieurs projets en production, plusieurs courts-métrages, de faire un crédit parce qu'on arrivait à un volume un peu plus important, mais ça coûte cher aussi. Donc il n'y a pas de solution miracle, je dirais. Et après, c'est aussi votre argent personnel que vous pouvez injecter dans la boîte. Enfin, mais encore une fois, il faut faire attention à le récupérer après. Oui, moi je dirais que c'est vrai que c'est important d'avoir quand même un petit capital dans la société au départ, de ne pas créer une société, parce que je crois qu'il n'y a plus d'obligation de capital minimum maintenant pour constituer une société, mais c'est vrai que d'avoir une société avec un capital, je sais pas, je dirais de 5 000 € ou 7 500 pour produire du court, ça permet d'avoir un peu de trésorerie aussi. Ce capital peut vous servir de trésorerie pour avancer les premières dépenses en attendant de recevoir les subventions. Voilà. D'avoir un peu un fonds de roulement, en fait. Parce que si vous êtes pris à la gorge dès que vous devez payer, je sais pas, une caméra et tout ça, c'est pas le but. Ouais. Et juste une précision aussi, vous pouvez aussi jouer au niveau des dépenses, essayer de négocier avec les prestataires. Alors c'est pas évident, surtout quand on est déjà sur des budgets très serrés, de négocier là-dessus en plus, mais ça peut se discuter s'il y a des complexités. C'est possible de demander des échelonnements au niveau des charges sociales. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, mais il faut le faire. Enfin voilà, c'est aussi des choses à demander, à mettre en place. Non, moi j'allais juste rebondir sur ce que disait Laurine, parce que par exemple moi j'ai créé ma boîte en 2024, donc c'est très récent, et donc du coup voilà, c'est pas toujours le cas, mais j'ai pu mettre un petit peu d'argent sur le compte, et donc du coup là ça me permet de faire face aux premières subventions qui vont tomber en plusieurs fois et de pas être trop aux abois en attendant d'envoyer les rendus de compte et de toucher les soldes des subventions. Donc idéalement, si on peut, c'est bien on ouvre la société et vous laissez un petit peu d'argent tant que vous pouvez. Comme ça, vous démarrez, tranquillement, et petit à petit, vous pouvez faire face aux premières questions de trésorerie, parce que c'est vrai que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, mais c'est pour tout type de business. Je pense que la trésorerie, ça fait toute la différence dans tout secteur, quoi. Si votre grand-mère a un PEL, c'est pas mal aussi. Et juste pour dire un truc, il y a quelque chose qui peut être utile aussi, c'est de discuter avec des collègues producteurs et productrices dans quelles banques ils sont. Parce que en fait, le truc c'est que vous n'aurez pas du tout accès aux banques spécialisées au début parce que vous êtes trop petit et votre volume d'activité ne les intéresse pas. En fait, ça les intéresse que quand on devient une société de long métrage en vérité, quasiment. Il y a des exceptions, mais voilà. Mais du coup, c'est important parce qu'il y a quand même, parfois quand on a du bol dans certaines banques de quartier, des gens qui sont compétents et qui en fait sont au courant de certains outils de crédit pour ce type d'activité, et notamment un outil très spécifique qui s'appelle la ligne de crédit DAI, ça s'écrit DAI 2LY, et en fait c'est un outil qui permet d'escompter des contrats type préachat de chaîne de télé ou région et tout. Et alors, des fois vous allez débarquer dans une banque de quartier, ils n'ont jamais entendu parler de ça de leur vie, et voilà, et ça n'arrivera pas du coup. Mais il y a des endroits et des gens très compétents, même dans des banques de quartier, qui sont au courant de ce type d'outils et qui peuvent les mettre en place. Alors moi malheureusement je suis dans une banque spécialisée maintenant, donc ça va pas vous aider. Mais les banques spécialisées sont beaucoup plus chères aussi. Ouais. Oui. Vas-y, c'est clair. Ça va être un peu redite avec ce qu'on vient de... On est allé beaucoup plus dans le détail. Mais voilà, nos missions, donc, repérer les talents. Donc ça rejoint un peu des questions qui ont été posées, mais c'est vrai qu'en tant que jeune producteur, l'idée c'est d'aller dans les festivals, d'aller à des pitchs de projets organisés par des régions, se rendre dans des projections pour en fait vraiment repérer le travail de cinéastes que vous pourriez avoir envie de produire. En fait, il y a plein de choses très, très chouettes qui se passent au niveau régional, national et même au niveau international aussi. Il y a de nombreuses... au niveau du court-métrage, European Short Pitch, par exemple, qui propose des pitchs de projets internationaux. Il y a des rencontres de coproduction. C'est vrai que maintenant, même sur du long-métrage, c'est pas évident de produire que au niveau français. Et même au niveau du court-métrage, ça se fait de plus en plus, des coproductions internationales. Donc, après, je dois dire que quand même, pour repérer des talents, souvent... c'est comme des relations qui se créent quand on démarre.
pendant les études ou à travers un cercle amical. Donc moi, je sais que le premier réalisateur que j'ai produit, c'était un ami d'une amie avec qui j'avais fait mes études. Et depuis, on travaille encore ensemble. Et c'est vrai qu'en fait, quand vous produisez un film, ensuite, vous avez d'autres réalisateurs qui viennent vous voir ou vous rencontrez sur le tournage des techniciens qui ont envie de réaliser également. Donc c'est vrai que ça fait un peu effet boule de neige. C'est ce que tu disais, Arthur, jusqu'à la fin d'avoir beaucoup de projets. Mais voilà, donc c'est un peu l'idée de repérer les talents. Mais c'est vrai que c'est important de toujours garder l'œil ouvert sur ce qui se fait et ne pas rentrer dans quelque chose d'un peu automatique. Voilà, c'est toujours intéressant et je pense qu'on le fait tous encore, de produire des premiers courts-métrages. Voilà, même si en effet produire des premiers courts-métrages demande un travail d'accompagnement beaucoup plus important que des réalisateurs qui ont déjà fait des films, qui ont déjà des automatismes, les réalisateurs qui ont l'habitude, voilà, ils savent que c'est normal de réécrire pour financer un film, que c'est normal d'écouter des retours faits par des commissions et que c'est le jeu, en fait, si on veut réussir à ce que ces films existent. Voilà, il faut écouter les retours qu'on peut avoir et pour réussir à décrocher ces précieux financements qui permettent de produire les films. Oui, donc accompagner les auteurs, autrices, développement littéraire. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie de notre travail et c'est même un peu une partie très très importante. Je dirais que c'est presque 50-50 avec la partie administrative et financière, donc la partie vraiment d'accompagner les auteurs, autrices. C'est vraiment, en fait, quand on choisit de produire un film, c'est qu'on a la même vision avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et c'est vrai que ça nous arrive tous de lire des dizaines et des dizaines de fois le même scénario pour le peaufiner, parce qu'on a eu des retours de telle ou telle commission. Donc c'est vraiment un travail au long cours. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut vraiment avoir un coup de cœur sur un projet quand vous décidez de le produire, parce que voilà, ça va demander vraiment des années d'accompagnement. Et je dirais, en fait, c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Eduardo, en fait, en tant que producteur, on agit un peu comme une boussole par rapport au projet, parce qu'on a plus de recul quand même que les auteurs, parce que nous, on a un peu la vision de ce que va être le film et de ce qu'il faut que le film soit aussi pour être financé et voir le jour auprès des partenaires. Et donc, en fait, souvent, c'est nous qui devons garder un peu ce pas de côté pour être capable de dire non, mais là, en fait, le projet part un peu dans le mauvais sens ou c'est pas ça dont on avait convenu à la base. Voilà. Et puis, il faut dire que c'est aussi nous, en tant que producteurs, qui recevons tous les retours de lecture des comités et des commissions et qui devons les transmettre aux auteurs et aux autrices. Et donc ça demande en fait vraiment beaucoup de diplomatie, de patience et pour réussir à faire comprendre en fait, parce que souvent les retours peuvent être peut-être un peu abscons et difficiles à entendre pour les auteurs. Et donc c'est à nous d'arriver à faire passer ça et comme tu disais aussi de rester optimiste. Voilà. Mais c'est vrai que c'est nous qui sommes aussi beaucoup en première ligne de toutes ces réponses négatives qu'on peut avoir. Et c'est voilà. Et donc c'est vraiment, je dirais, une grosse partie du travail, cet accompagnement littéraire, cet accompagnement des auteurs. Voilà. Ah oui, mais bon, ça rejoint un peu la vidéo, mais c'est vrai que oui, en fait, on est présent, on sert de boussole et on fait un suivi artistique à toutes les étapes. Vraiment, c'est l'écriture du scénario, mais aussi sur le casting, les repérages, le montage. En fait, vraiment, notre rôle, c'est que l'œuvre finale soit la plus belle possible et la plus belle vie possible, parce que c'est aussi tout autant notre temps que celui des auteurs, des réalisateurs et réalisatrices. Voilà. Et donc, une fois qu'on a accompagné ce développement, notre grosse mission, une grosse partie de notre travail, c'est d'aller chercher les financements pour pouvoir mener à bien le projet. Donc, c'est en parallèle établir un budget pour voir selon le film, selon les besoins, ce que ça va coûter, et en parallèle aller chercher l'argent pour arriver à l'équilibre avec ce budget. Donc, c'est un peu un jeu des deux côtés. C'est aussi parfois, souvent, réussir à baisser un petit peu le budget en fonction des financements, ou beaucoup, en fonction des financements réellement obtenus. Et donc, notre mission, c'est aussi, selon l'expérience qu'on a, notre expertise, établir une stratégie, savoir quel financement
on va aller chercher d'abord, est-ce qu'il vaut mieux envoyer d'abord dans une région, d'abord au CNC, etc. Pour parler vraiment des courts-métrages, quelle région on vise en premier? Est-ce que le projet est très ancré quelque part ou pas? Est-ce que voilà, on a aussi en connaissance de tous les règlements plus ou moins de toutes les régions et de qu'est-ce qui est faisable où et quelle région on peut aller chercher, à quel moment est-ce qu'on envoie aux télé, est-ce qu'on voit aussi selon la typologie du film, on a connaissance des lignes éditoriales de chaque chaîne et quelle chaîne pourrait être plus adaptée à tel projet. Donc tout ça, c'est évidemment un travail qui dépend de chaque projet, de la durée, du genre, de la typologie du film. C'est aussi aller chercher des financements différents, que ce soit des fonds privés sur certains projets ou des fonds qui sont spécifiques à une thématique ou autre. Et donc une fois qu'on a réussi à faire le tour des financements et à lever suffisamment pour se dire on peut faire le film avec ces financements, c'est mettre en œuvre toute la préparation vraiment du tournage. Tu veux enchaîner sur le casting? Non. Et donc c'est recruter les équipes. Donc c'est un travail à la fois artistique pour trouver les bonnes personnes pour entourer le réalisateur et la réalisatrice, mais c'est aussi très concrètement administrativement embaucher les gens, négocier des salaires, faire des déclarations, etc. Donc avoir connaissance aussi de plein de règles administratives, que ce soit l'embauche des mineurs par exemple quand on a des enfants dans un film, de salariés étrangers, enfin il peut y avoir plein de cas de figure différents. C'est aussi négocier les prestataires, etc. Alors tout ça, ça peut être soit en direct, soit avec via aussi un directeur ou une directrice de production, selon les projets. Voilà, tu voulais pas rajouter là-dessus? Ouais. Mais après, oui, même si on peut faire appel à un ou une directrice de production, la responsabilité nous incombe à nous, producteurs, en tant que gérants ou présidents de la société. Donc en fait, on délègue ça, mais au final, la responsabilité est la nôtre. Donc c'est vrai que c'est des règles qu'il faut quand même connaître en étant producteur, les connaître le mieux possible aussi pour pouvoir arbitrer entre les risques qu'on peut prendre et ceux qu'on ne peut pas prendre. Voilà. Et pour le casting, c'est vrai que je dirais juste qu'en termes de court-métrage, il y a moins un enjeu qu'en long-métrage. En fait, c'est vrai que c'est vraiment la valeur artistique du projet et la grande cohérence qui importe. Parce que finalement, les financements qu'on va aller chercher, c'est plus des subventions, ou même les chaînes de télé peuvent être peut-être séduites par des castings un peu prestigieux. Mais c'est vrai que quand on passe sur du long, c'est totalement autre chose, je dirais, en termes de casting. Donc je dirais que sur du court, c'est vraiment le casting le plus cohérent par rapport à votre œuvre qui sera le mieux, en fait. Oui, ah oui. Je suis désolé, le temps court et on ne pourra pas prendre toutes les questions. Voilà, je suis désolé. Oui, merci, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, nous avons combien de temps? Une dernière question, c'est ça? Ah ouais, mais il y en a plein. Il y en a trois, c'est possible? Il y a une petite marge de négo où il y a quelqu'un qui arrive. Ah oui. Une question. Ouais. Ok, merci beaucoup. Donc, en tant que réal, j'ai une question. Combien de temps ça dure, entre guillemets, la préparation d'un court-métrage? On va dire de la prépa jusqu'à la diffusion. Il y a une moyenne? Sans compter le financement. Moi, je pense vraiment de la prépa jusqu'à la diffusion. Donc, ouais, financement inclus, je suppose. Ah. Quand vous dites prépa, vous parlez de l'écriture? Ouais. D'accord. Alors, je dirais que c'est entre 9 ou 10 mois si les choses vont extrêmement vite.
et que tout s'emboîte absolument parfaitement. C'est-à-dire vous écrivez très vite votre film, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de versions du scénario pour arriver à une version de financement. Vous attrapez tous vos financements directement, vous tournez, vous sortez le film. Vous le post-produisez tout, je dirais 9-10 mois. La réalité, c'est que je pense qu'en moyenne, c'est plutôt 2 ans, et ça peut même être 3 ans, et ça ne préjuge pas de la qualité finale du film du tout. Nous, notre film qui a eu le plus de succès, c'est un film qu'on a mis 3 ans à faire. Juste à titre d'exemple, je pense que le film le plus rapide que j'ai produit entre vraiment l'écriture et la fin du montage, c'était 6 mois. Mais ça, c'est très exceptionnel. Et, parce que vraiment, on a tout eu, les planètes se sont alignées. Ça m'est arrivé 2 fois. Et le plus long, 3 ans. Et vraiment, on a tenté toutes les régions. C'est vraiment la toute dernière qui est venue et on a pu le faire. Non, oui, pareil. Moi, le plus court, c'était 10 mois. C'était un film HLM sur cours, donc il fallait aller très vite. Mais sinon, c'est plutôt 3 ans et même souvent 5 ans entre le tout début et la fin du film, en fait. Ouais. Sur des premiers films où le parcours de financement peut être très long. Merci. Merci à tous. Je pense que vous pouvez continuer d'échanger après.